Pour fêter le 100e épisode du podcast, j'ai un cadeau pour vous. Un programme sur 5 jours pour savoir comment être aligné. Pour en profiter dès aujourd'hui, rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co ou sur cutt.ly/pourquoi. J'arrive à Toulouse, même si je trouve un job chez Airbus et que ça a l'air de bien se passer, à l'intérieur de moi, c'est le chaos le plus total. C'est-à-dire que ça fait quand même depuis l'âge de 7-8 ans que je me traîne des casseroles, que la vie, elle est pas chouette, qu'elle est très lourde à porter, que j'ai quand même beaucoup d'idées noires. Là, à ce moment-là, je me dis, ok, là, j'arrive au bout du bout. En gros, c'est soit je trouve une solution, soit je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est juste pas possible. Et donc on fait un premier soin, on en fait un deuxième, et en fait c'est subtil et en même temps c'est très franc, mais ma vie change, mon comportement change, ma manière d'être, de vivre, de réagir évolue positivement. Et en fait, tout ce que les psychothérapies et les psychothérapeutes n'ont pas réussi à faire pendant des années où je suis restée là à parler de tous mes problèmes et de tous mes traumas, bah là, en fait, ça s'est envolé. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Je suis très heureuse de vous présenter une nouvelle femme lumineuse. Alors que Charlotte est chef de projet chez Airbus, elle fait sans s'en rendre compte un premier burn-out. Charlotte s'éveille spirituellement et découvre le magnétisme et ses bienfaits. Elle décide alors de se former. Après 2 burn-out, Charlotte est aujourd'hui thérapeute, auteure et formatrice. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Charlotte Den. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Attends, parce que du coup, t'as choisi lequel, toi? Ah ben non, moi, c'est pas moi qui choisis, parce que Charlotte m'en a envoyé plusieurs, c'est pas moi qui choisis, c'est toi. Ah d'accord, ok. Petit blanc, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, je lui ai envoyé plusieurs objets. Je lui ai envoyé un de mes tambours que j'utilise notamment en séance collective pour animer des voyages chamaniques, des méditations ou même des retraites. Je lui ai envoyé un cristal de roche qui se trouve dans mon bureau et qui est là justement pour envoyer plein de belles ondes là où je travaille. Et je lui ai envoyé aussi un de mes jeux de cartes, le tout premier, celui que j'ai créé avec Célia Mélesville. La première fois que j'ai été publiée, c'était justement avec ce jeu de cartes. C'est l'oracle des messages de ton âme. Donc, voilà. Super. Est-ce que tu pourrais nous parler de où est-ce que tu as grandi? Alors moi je suis née et j'ai grandi à Toulouse avec une petite année également à Madagascar parce que mon papa est né et a grandi toute son enfance, toute sa jeunesse à Madagascar. Donc on a fait un petit tour là-bas quand j'étais enfant, mais essentiellement à Toulouse. Et t'avais quel âge quand t'es partie à Madagascar? J'avais 6 ans et demi. Ouais, 6 ans et demi. On est parti. C'était la fin du CP et on est rentré quand je rentrais en CE2. Donc ouais, j'avais 6 ans et demi. On est rentré. J'avais 7 ans et demi, 8 ans. Donc, et comment tu l'as vécu cette année là-bas? Bien et pas bien. C'est on va dire que c'est le début vraiment de tout. C'est le début de mon histoire. C'est l'ouverture un peu. Donc c'était la découverte. C'était la prise de conscience. C'était aussi dans mes yeux d'enfant de me rendre compte que il y a beaucoup d'injustices et d'inégalités dans ce monde. C'est arriver dans un pays où la pauvreté fait rage. Et du coup, je me souviens que gamine, je me demandais, en fait, je comprends pas pourquoi il y a des enfants, qui sont tout nus, qui ont pas à manger, qui ont pas à boire, et moi, je suis là dans un 4x4, on a tout, on a une grosse maison, comme n'importe quel expatrié dans un pays pauvre, quoi.
comme n'importe quel expatrié occidental dans un pays pauvre. Donc c'était très dur dans ce sens-là, mais c'était aussi une belle découverte, une belle histoire de vie. Enfin, ce sont de très beaux paysages et c'était chouette dans d'autres manières, mais c'était voilà, c'était un voyage. Et quand tu étais une petite quand tu étais une petite fille, c'était quoi tes rêves? Quand j'étais une petite fille, moi j'avais pas forcément de rêve, je voulais juste jouer, m'amuser. Enfin avant Madagascar, je voulais jouer, m'amuser, être dehors avec mes chiens. C'était juste ça. Enfin, je me souviens vraiment de prendre du plaisir à être en extérieur, à être dehors dans l'herbe. Quand on était à Madagascar, pareil, j'aimais beaucoup quand on voyageait, quand on prenait l'avion de mon papa pour aller à l'autre bout de l'île, pour justement voir du paysage et tout ça. Et c'est vrai qu'après, il y a un avant Madagascar et un après Madagascar. Et l'après Madagascar, ça a été très compliqué parce que bon, mes parents ont divorcé et ma maman s'est retrouvée seule en France avec 2 enfants à charge et les douleurs de ce que peut engendrer une séparation assez tragique. Et donc du coup voilà, là mes rêves c'était de pouvoir être heureuse, de pouvoir vivre peut-être dans un peu plus de douceur, ou de pouvoir m'échapper le soir dans un bon bouquin histoire de chasser les mauvaises pensées. Mais après, quand j'ai un peu grandi, j'avais envie d'aider les autres. C'était mon but, enfin mon envie. J'avais envie d'aider les autres. Je savais pas comment, mais j'avais envie de les aider. Peut-être parce que je voyais ma maman qui était pas bien. Je me disais si je pouvais l'aider, peut-être que ma vie serait plus simple. Et donc du coup voilà, mon rêve en grandissant, c'était d'aider. Ton papa, il est resté à Madagascar? Mon papa, il est resté à Madagascar quelques années. Et après, il est parti en Chine. Et ensuite, d'ailleurs, ça a été le premier boulanger français en Chine, enfin à Shanghai. C'était le premier à monter une boulangerie française à Shanghai. Donc, il est resté quelques années là-bas. Et là, ces derniers temps, il oscille entre la Chine, entre Maurice et l'île de la Réunion. Donc oui, il est toujours sur ces terres. D'accord. Et toi, comment tu l'as, le fait que ta maman, cette séparation en tant que petite fille, est-ce que tu as eu toutes les informations dont tu avais besoin pour pouvoir avancer, ou est-ce qu'il y avait des zones d'ombre qui faisaient que du coup tu t'arrivais pas à pouvoir aider ta maman et affronter la chose? Alors je pense que j'avais surtout beaucoup trop d'informations pour une petite fille de mon âge. J'étais au courant de tout ce qui s'était passé, enfin voilà, ma maman était vraiment en détresse émotionnelle et donc du coup elle elle a géré la chose comme elle sait gérer les choses, et donc je sais qu'elle a besoin de parler, elle a besoin de dire ouvertement ce qui se passe, et donc on savait très bien que mon papa était parti avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui, que lui, que elle, que il l'a quitté pour cette jeune femme, qu'il nous renvoyait en France, mais qu'il voulait nous garder, sauf qu'elle voulait pas. Enfin voilà, il y avait des choses pas très clean. Et du coup, j'en voulais à mon père, j'en voulais à ma mère, de pas avoir su garder mon père, j'en voulais à mon père de nous lâcher comme ça. Enfin après, on avait passé une année où ils étaient beaucoup en affrontement. Ils s'engueulaient beaucoup frontalement, quoi. C'était assez violent, donc du coup c'était en même temps il y avait le soulagement de se dire bon c'est fini, maintenant ils arrêtent de s'embrouiller, et en même temps c'est et ma mère, elle attendait de moi que je la sauve ou que je la répare, sauf que c'est pas possible. J'avais que 7 ans. Enfin, c'était une période assez sombre. C'était une période très sombre pour une enfant. Ouais. Et à côté de ça, bien entendu, un autre drame familial, c'est-à-dire que ma petite sœur, après qu'on soit rentrée de Madagascar, s'est fait mordre au visage par un chien, et en fait, elle s'est fait défigurer tout simplement, et pendant des années, elle a dû subir des chirurgies reconstructrices et tout ça. Et donc ça a rajouté un poids sur les épaules de ma mère, qui s'est retrouvée à gérer 2 enfants seuls, dont une qui avait des besoins médicaux importants, quoi. Ouais. Donc moi, il a fallu que je et au moins et que je sois capable de me gérer. Ouais, et puis
Et puis aussi potentiellement, si justement t'as cette mission en toi d'aider les autres, de pas être dans la posture de la sauveuse, mais juste de l'aidante, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais bon, à l'époque, je savais pas trop, quoi. Vraiment, quand je regarde Oui, en c'est arrière, des trucs qu'on découvre plus tard. ouais, je me dis, j'étais en mode survie. Et en fait, je me rends compte que le cerveau, il a cette capacité, quand on vit des choses vraiment trop dures, trop douloureuses, de s'éteindre, en fait, d'éteindre la douleur, qu'elle soit physique, mentale ou psychologique. En fait, j'ai l'impression que le cerveau, il met en mute, ou il met un espèce de tampon, et en fait, on avance, quoi. On avance. Il y a un espèce de pilote automatique qui se met, même jeune, même adolescente, même dans l'enfance, et on avance, quoi. La vie, elle suit son cours, même si, mais quand on regarde en arrière, je me dis, mais comment j'ai fait pour traverser ça, ou comment ma maman, elle a fait pour traverser ça aussi, ou même ma petite sœur, parce que comment est-ce qu'elle a fait pour traverser ça avec un visage défiguré, et puis toutes les moqueries à l'école, toute la douleur que ça peut engendrer, et physiquement et psychologiquement, de se dire que voilà, le visage, il sera jamais ce qu'il était, quoi. Ouais, c'est là où tu te dis, finalement, on a une force de résilience qui est incroyable et qu'en fait, on a les ressources en nous, quoi. C'est ça. Peu importe la montagne à laquelle on fait face, on pourra la traverser un pied après l'autre, un pas après l'autre, une étape après l'autre. Tu vois, hier j'ai interviewé, l'épisode sera diffusé avant le tien. J'ai interviewé Philippe Croison, je sais pas si tu vois qui c'est. Il a plus de bras et plus de jambes, et il a traversé la Manche à la nage. Et c'est un homme juste extraordinaire. Enfin, tu vois, aujourd'hui, il a fait énormément d'exploits sportifs, et tu l'écoutes et tu te dis, mais voilà, il a plus de bras et plus de jambes, quoi. Et en fait, c'est l'exemple même de se dire que même si il peut t'arriver un truc, enfin, c'est vraiment l'enfer. En fait, tu peux arriver à être heureux, et il a une joie de vivre qui est juste, mais exceptionnelle. Ouais, c'est des personnes comme ça qui donnent de belles leçons et qui rappellent que la vie, peu importe les cartes qui nous sont données, elle est belle à vivre si on en tire le meilleur, quoi. C'est ça. Et c'est un peu Et ça. comment ça s'est passé pour toi, du coup, le choix des études? Ah, le choix des études, ça a été. Ah, vas-y. En fait, on va dire à nos auditeurs, on a un petit décalage. D'ailleurs, on va peut-être enlever les vidéos, comme ça, on n'aura plus le décalage de son. Je te laisse finir ce que tu voulais dire et tu me raconteras après les études. Non, oui, je te disais, c'est vrai que on parlait de l'adversité, de tout ça, d'arriver à traverser la vie malgré tout. Et c'est vrai que comme ma maman, elle disait souvent, la vie de toute manière, c'est une tartine de merde à bouffer tous les jours, et tu dois la manger parce que t'as pas le choix. Donc soit c'est ça, soit tu te fous en l'air. Et ma maman, elle me disait ça, bien sûr, elle me disait ça dès gamine, elle me disait ça dès l'adolescence. Et je me disais, ouais, c'est bien résumé. Mais je suis contente parce que quand je regarde en arrière, même si ma vie, au début, c'était en effet une tartine de crotte à manger tous les jours, aujourd'hui, elle est belle, et je sais que tout ça, je ne le dois qu'à moi, et qu'à ma capacité d'avoir su voir le bien, d'avoir su me concentrer sur le positif, d'avoir su m'entourer des bonnes personnes qui m'ont tiré vers le haut et pas qui m'ont tiré vers le bas. Enfin voilà, c'est une chouette. Ouais, puis c'est chouette que tu arrives à avoir, enfin, quand t'as été élevé dans ce truc d'une tartine de merde, c'est chouette que t'aies réussi à te rendre compte qu'il y avait du beau, parce que, enfin, moi, je sais que mes enfants, tu vois, ce que je te disais hors micro tout à l'heure, on s'est séparés avec mon mari cet été, et ça a été hyper douloureux et difficile pour moi. Mais moi, mes enfants, je cesse de leur dire, vous savez, la vie est belle, la vie continue. Il y a du bon à prendre dans toutes les situations, même si voilà, notre vie s'est clairement effondrée du jour au lendemain, pour eux comme pour moi. Mais en fait, on va se reconstruire une nouvelle vie qui sera un jour encore plus belle que celle qu'on avait avant. Et moi, j'ai vraiment à cœur tu vois, ma psy m'avait dit, vous savez, vos enfants, de ça, il faut qu'ils arrivent à grandir et à apprendre des choses. Mais je trouve ça encore plus génial de dire, quand ta maman t'a expliqué que la vie est une tartine de merde, et d'arriver à voir le beau derrière, c'est encore plus fort. C'est ça, c'est vrai que après, je sais pas comment j'aurais. Le truc, c'est que
longtemps je lui en ai voulu de pas être positive, de toujours voir le côté négatif, de sombrer en gros dans sa tristesse. Et maintenant que je suis maman, que je suis adulte, que je suis moi, enfin voilà, avec mes yeux d'une femme de 35 ans, et que elle avait le même âge quand elle a eu son deuxième enfant, et elle avait 38 ans quand sa vie s'est effondrée. Je me dis, à sa place, en ayant vécu tout ce qu'elle a vécu, en ayant vécu son histoire, traversé ce qu'elle a traversé, je sais pas si j'aurais été plus positive ou pas, je sais pas. Avec ces cartes en fait de la vie, je sais pas si j'aurais réussi. Oui, c'est ça, c'est le chemin de vie. C'est le chemin de vie. C'est en effet par rapport à ce qui t'est arrivé avant, comment tu rebondis, parce que en effet, t'as appris à te connaître, t'as appris à t'aimer, et du coup tu dis c'est pas t'affrontes pas du tout la situation de la même façon. Et puis des fois, il suffit d'une personne, tu vois, qui te montre le chemin ou qui te dit un truc et t'as un déclic, et puis ça change tout. C'est ça. Donc voilà. Ouais, t'as des rencontres qui te changent, qui te transforment et qui te changent ta vie. C'est clair. Il y en a, il y a des gens qui sont là sur le chemin. C'est comme les petits cailloux blancs du petit poussé. Soit tu les vois pas, mais ils sont plutôt, souvent ils sont obvious, comme on dit en anglais. C'est évident, et pour autant, des fois on les voit pas, on passe à côté. Ouais. Après, il faut savoir, c'est ça, il faut savoir les voir, parce qu'en fait, clairement, on a tous ces personnes-là sur notre chemin, mais on n'est pas tous. On n'est pas tous, et d'ailleurs on n'est pas à tous les moments capables de les voir. C'est ça, clairement. C'est des petits cailloux blancs. Ils sont petits et ils sont en bas. Et il faut baisser les yeux, il faut prêter attention. Donc du coup, ça fait beaucoup de. Et puis parfois tu le vois et puis parfois tu le vois, le petit caillou blanc, mais ça te fait peur et tu te dis ok, j'y vais, mais j'ai peur, quoi. C'est ça. Alors est-ce que j'y vais? Et du coup, donc, comment ça s'est passé pour toi, le choix des études? Alors, le choix des études, ça a été par dépit, et ça a été rocambolesque, ça a été du Charlotte tout craché. Alors, il faut savoir que donc quand j'étais enfant, la vie était, comme disait ma maman, une tartine de merde à manger tous les matins. Et en fait, ma seule échappatoire, le seul endroit où je me sentais bien, c'était dans les livres. Donc, je lisais beaucoup, et c'était en gros, avec les livres, je vivais une autre vie, quoi. Je m'échappais de la mienne, et ça me permettait de vivre autre chose que mon quotidien. Et j'avais lu un livre d'Arlon Coben où c'était un jeune juriste qui défendait les causes de personnes défavorisés, tout ça, où on bafouait leurs droits. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, le livre, il m'avait tellement transportée. Je me suis dit, je vais faire des études d'avocat, et moi aussi, je vais être juriste. Et donc, me voilà partie en première année de droit. Et au bout de 15 jours, à chaque fois que je rentrais dans un amphithéâtre, j'avais envie de vomir, je me sentais pas bien, j'avais des palpitations, j'avais des bouffées de chaleur, je ne restais pas en place, j'avais des hauts le cœur, mais vraiment, c'était impossible pour moi de rester en cours. Donc 2 semaines de cours, et c'était l'horreur. Du coup, j'en ai parlé à ma maman, j'en ai parlé à des personnes autour de moi, dans ma famille et tout ça. Et il y avait une personne qui était dans mon entourage, qui travaillait justement à cette université en question, et qui m'a dit, écoute, tu t'es trompée d'orientation, clairement c'est pas fait pour toi, on va te trouver une solution. Et donc elle m'avait dit, passe en économique, parce que moi j'avais fait un bac économique et social, donc passe en éco le temps 2, et en janvier tu vas rentrer en DUT c'est un DUT GEA, donc gestion des entreprises, en semestrialisation. C'est-à-dire que c'est tous les gens qui se sont trompés d'orientation, on leur fait faire en un semestre toute une année. Alors c'est du sport, parce que comme ça tu perds pas. Ouais, tu travailles le samedi, tu travailles de 8h à 18h ta cours. Enfin, faut rattraper le semestre de l'année passée, quoi, pour pouvoir valider ton année. Mais bon, du coup, voilà, je me suis retrouvée là-dedans, et en fait, j'ai bien aimé. Bon, c'était, comme je dis, c'était le choix par dépit, mais ça me plaisait parce que ça reprenait un peu les matières du lycée. Il y avait la comptabilité en plus. Enfin voilà, c'était chouette. Il y avait une bonne ambiance, et puis on était tous dans le même bateau dans cette classe de semestrialisation. On s'était tous trompés d'orientation.
orientation. Donc il y avait un peu une synergie qui s'était créée. Donc j'ai fait ma première année, ma deuxième année j'ai choisi finance compta parce que j'étais hyper douée en comptabilité, mais en vrai c'était pas du tout ce qui me plaisait. Et troisième année, vu que j'avais de bonnes notes en anglais, vu que j'aimais lire et tout ça et que souvent je lisais en anglais ou je regardais des séries en anglais, l'anglais c'était quelque chose de facile pour moi. Ma prof d'anglais m'avait dit si tu veux tu peux partir à Londres en troisième année pour terminer tes études et faire ton bachelor là-bas. Et elle m'a dit, vu que t'es boursière, ce sera, en gros, t'auras rien à avancer, tout ça. Parce qu'en gros, ma mère, elle était seule avec 2 enfants, et si je voulais faire des études, fallait que ce soit gratuit. Si c'était payant, il fallait que je me débrouille. Ouais. Et donc, du coup, me voilà partie à Londres. Entre-temps, j'avais fait un stage au Vietnam qui avait également été un fiasco total. Mais bon, c'était chouette quand même de... Pourquoi ? Pardon ? Pourquoi ça a été un fiasco ? C'est une longue histoire, mais en gros là-bas j'avais rien à faire, je faisais rien, j'étais assise sur une chaise toute la journée. Le monsieur qui avait proposé le stage, il l'avait proposé, je pense, pour faire plaisir à la prof qui gérait les stages, mais voilà, c'était pas enrichissant, je n'apprenais rien. En gros, j'étais là-bas pour visiter le Vietnam, m'asseoir sur une chaise et me taire, mais moi c'est pas possible, je sais pas faire ça. Donc voilà, ça s'est un peu mal fini, ça s'est fini en chantage de t'es viré, mais en même temps si tu veux ton billet d'avion pour pouvoir rentrer en France, il faut que tu dises à l'université que c'est toi qui démissionnes. Voilà, c'était particulier. Et donc du coup, j'arrive à Londres pour faire justement ma dernière année, et là je me dis je fais un 360, je pars en marketing et en publicité parce qu'en fait la compta c'est pas mon truc quoi. Et donc je me retrouve dans un pays où je parle la langue mais pas non plus hyper bien. Et donc en troisième année, qui en fait est une quatrième année, puisqu'on se rend compte que les gens qui sont en année avec nous, eux ils ont fait 3 ans avant nous, et dans une matière que jusqu'à maintenant je n'ai pas étudiée. Donc je me suis mis un triple challenge, c'était pas mal, mais j'ai quand même c'était bien, j'ai quand même réussi. Et après derrière, j'aurais aimé continuer mes études dans la publicité et tout ça, puisqu'à cette époque-là, je voulais faire des publicités gouvernementales. Donc je voulais aider en fait à faire je voulais travailler dans les publicités gouvernementales pour sensibiliser les gens justement à leur consommation d'alcool, de drogue, aux dangers de la route, etc. Et en fait, je voulais continuer mes études, mais financièrement, ça passait pas. Donc je m'étais dit, je vais partir faire un stage en Chine. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait les JO à Pékin. Et donc, du coup, on pouvait pas avoir de visa de plus d'1 mois. Pourtant, j'avais trouvé le stage qui me prenait pendant 6 mois dans une grosse agence de pub à Shanghai. Mais c'était pas possible. Ouais. Et donc au final, j'ai fini par commencer à travailler dans la City. Donc j'étais assistante dans une boîte qui faisait de l'investissement foncier. Sauf qu'on était en 2008, donc il y a eu le crash boursier et la boîte pour laquelle je bossais n'a donc rien à voir avec le marketing, quoi. Non, rien à voir. J'étais assistante. Je faisais des cafés, je faisais des thés. Quand les flics y débarquaient parce que la boîte elle avait pas fait des choses terribles, fallait que je me cache avec des documents. Enfin ça aussi c'était folklorique. Des fois je regarde ma vie, je me dis mais c'était un film. Ah ouais. Donc voilà, et puis, au final la boîte elle a coulé, ils ont fini au tribunal, on a dû rentrer moi j'ai dû rentrer en France en 1 semaine et retour chez maman quoi. Et là tu te dis mon début de vie il est génial. La tartine merde continue à pointer le bout de son nez tous les jours, quoi. Donc voilà mes Oui, puis en plus, du coup, t'as pas le droit au chômage parce que t'as bossé en Angleterre et donc du coup, c'est ça. t'as pas de droit, quoi. C'est ça. Et puis du coup, fallait retourner chez maman après avoir eu 1 an et demi de liberté et ma mère qui me foutait la pression tous les jours à me dire va falloir que tu trouves un job, va falloir que tu trouves un job, va falloir que tu trouves un job. Et après en France, on a quand même été un petit peu épargné de la crise des subprimes, en tout cas au début. Et donc du coup il y avait du job, enfin il y en avait du job sur le marché mais c'était pas non plus voilà quoi. Et puis moi j'avais tous mes idéaux, enfin vraiment je vivais dans un monde utopique quoi. J'étais gamine hein, j'avais 18 ans à peine ou j'avais 19 ans quoi. Et je me disais je sors d'études, j'ai fait des études en marketing et en publicité, je vais forcément travailler dans une agence de pub quoi.
Eh ben non. Retour. Eh ben non. Ouais, retour à la réalité. Ça se passe pas comme ça. Et donc du coup à Toulouse, je me suis retrouvée à bosser dans un cabinet d'avocats anglais. Donc voilà, en gros, j'ai eu ce job. C'est pas parce que j'y connaissais quoi que ce soit en juridique ou en droit, mais parce que je parlais anglais couramment. Ouais. Et tu es resté combien de temps dans son job? 6 mois. 6 mois. C'était 6 mois et après. Et il s'est passé quoi du coup? Et il s'est passé que j'aimais pas trop, hein, mais bon voilà. Après j'ai pris mon appart en fait pendant que je bossais là. J'ai pris un peu mon indépendance et j'ai rencontré quelqu'un et il était en école de policier, en école de gardien de la. Non, gardien de la paix, c'est ceux qui gardent les. Si, gardien de la paix, c'est les policiers, c'est ça? Je sais plus. C'était il y a longtemps. Donc oui, il était à l'école. Gardien de la paix, oui, c'est policier, ouais. Ouais, non, j'étais plus sûre que ce soit les matons, mais non, c'est pas ça. Donc oui, il était en école de gardien de la paix et à Carcassonne, et je l'ai rencontré un été en soirée, et puis voilà, on a appris à se découvrir, et au bout d'un mois, il me dit, en fait, je suis mutée à Paris. Je dis ok, d'accord, ça serait peut-être bien de le dire dès le début, quoi. Et il me dit non, mais en fait, j'aimerais que tu me suives. Je dis oui, mais on se connaît pas, ça fait un mois qu'on est ensemble. Et il me dit oui, mais c'est pas grave, j'aimerais que tu me suives, tout ça, machin, nanana. Et donc là, je me suis dit pourquoi pas, j'aurais plus d'opportunités à Paris qu'à Toulouse. Et puis il y avait pas grand-chose qui me retenait à Toulouse, donc du coup, j'ai pris mes affaires, on a déménagé à Paris. Bon, le conte de fées a. Au bout d'un mois, génial. Ouais, c'était chouette, mais le conte de fées a vite tourné au vinaigre, hein, parce que quand on connaît pas quelqu'un, qu'on n'a jamais vécu avec lui, et qu'on part s'isoler à 800 km de chez soi, des fois on a des découvertes qui sont pas très chouettes. Donc ce n'était pas une gentille personne, ce n'était pas la personne la plus douce de la terre. Mais bon, une fois arrivée là-bas, j'allais pas repayer un déménagement sans job, sans rien du tout pour revenir chez maman. Donc j'ai serré les dents, j'ai fermé ma bouche, j'ai cherché du boulot, j'en ai trouvé. Et je suis restée 1 an et demi là-bas jusqu'à ce que voilà, je puisse vraiment plus tenir avec cet homme avec qui on n'était absolument pas compatibles, et on vraiment en tirait le pire de l'un de l'autre, quoi. C'était on pouvait pas, c'était pas possible. Et donc du coup à Paris, j'étais comment c'était mon titre? J'étais coordinatrice de formation pour l'université de groupe CGLEC. Donc en fait, CGLEC a été racheté par Vinci au moment où je suis partie de Paris. Et ils avaient une université du groupe, c'est-à-dire qu'ils coordonnaient toutes les formations du groupe, et en fait je coordonnais toutes les formations du groupe. Donc j'organisais les formations dans des hôtels, je coordonnais, j'envoyais les invitations aux participants, je gérais tout ce qui est attenant à une formation, quoi. Et on avait 300 formations à l'année à peu près, donc c'était un job hyper intéressant et qui était chouette. Ouais. Et dans le qu'est-ce qui a fait que t'es partie du coup? Qu'est-ce qui a fait que t'es partie? Alors, ce qui a fait que je suis partie, c'est que je me suis rendu compte que mon cher et tendre de l'époque me trompait. Voilà. Et donc je m'en suis rendu compte juste avant Noël. Et c'était en fait ce moment-là, c'était un peu le cataclysme dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais ma mamie qui avait fait une tentative de suicide 10 jours avant. Je me rends compte que mon mec, il me trompe juste la veille de partir à Toulouse pour les fêtes. Et pendant les fêtes, ma mère qui pète un câble et qui fait elle aussi une tentative de suicide, quoi. Et là, je me dis, ok, où je vais, qu'est-ce que je fais, et là, pour le coup, mon cerveau s'est éteint, et je crois que j'ai jamais été aussi bas dans ma vie. Voilà, il y avait plus rien en fait, plus rien ne pouvait m'atteindre, plus rien ne pouvait me toucher. J'étais inerte, quoi. Il y avait, je me souviens quand je suis rentrée à Paris, j'avais été voir un médecin. Et il me dit vous venez pourquoi? Je lui dis je viens parce que j'ai besoin d'un arrêt maladie. Et le mec il s'offusque et il me dit non mais c'est pas comme ça se passe pas comme ça ma bonne dame, qu'est-ce qui vous arrive? Et là je m'effondre en larmes
Et je lui dis bah voilà, il se passe ça. Donc en fait, c'est soit vous m'arrêtez, soit je me fous en l'air. Et là, le gars, il s'est dit oula, qu'est-ce qui lui arrive à la dame? Il dit bon bah je vous mets un arrêt de 3 jours, mais je vous explique c'est pas comme ça que ça se passe. Là, il faudrait que vous suiviez une thérapie, machin, nanana. Je lui dis non mais en fait la thérapie, on s'en fout. Là, faut d'abord que je survive à tout ça, et ensuite on verra ce que je ferai de moi-même. Et donc, du coup, il m'a fallu 1 mois et demi pour tout mettre en ordre, donc pour quitter ce job, pour organiser mon déménagement à Toulouse, pour revenir sur Toulouse chez maman, encore une fois, qui m'a accueilli les bras ouverts, hein, quand même, faut le dire, à chaque fois elle m'accueille les bras ouverts, et refaire ma vie encore une fois, quoi. T'avais quel âge? J'avais 22 ans peut-être. D'accord. Enfin, parce que faut savoir quand même que je suis née en fin d'année et que donc. Et comment t'as rebondi? J'avais toujours une année d'avance, quoi. Donc du coup j'ai eu mon bac à 17 ans, j'ai fini mes études, j'avais 19 ans, donc enfin voilà, en gros c'est pour ça que j'étais aussi jeune. Et comment j'ai rebondi? J'ai dit à ma mère, écoute, j'ai pas pu faire les études que je voulais faire. Là, je pense que je veux repartir dans les études. J'ai regardé à Toulouse, il y a des écoles qui sont pas mal et tout ça, des écoles de commerce. Je vais faire un prêt, mais il faudrait que tu sois d'accord pour que je vive chez toi, parce que si j'ai un loyer à payer, tout ça, ça va être compliqué de payer le prêt et de subvenir à mes besoins et de devoir payer un loyer, quoi. Et elle m'avait dit oui, y a pas de souci, reste à la maison. Donc j'avais passé tout un tas de concours pour rentrer dans cette école, pour faire de l'événementiel. Et en fait, à côté, je faisais quand même des entretiens d'embauche pour voir ce qu'il y avait sur le marché. Et j'avais failli rentrer dans une boîte qui faisait de l'événementiel à Toulouse, une grosse boîte qui faisait des congrès médicaux, et franchement j'aurais bien aimé rentrer là, mais bon, ça ne s'est pas fait. Et en fait derrière j'ai eu une opportunité de bosser pour Airbus en sous-traitance. Alors à Toulouse, Airbus, une fois qu'on y met un pied, voilà, on a un job pendant plusieurs années. C'est clair. Ouais, c'est ça. Et donc du coup quand j'ai eu ce job là, ma mère elle m'a dit là il y a que toi qui peux décider, hein. Moi ma chérie, je veux pas décider pour toi, hein. C'est soit tu veux prendre tes études, soit tu bosses chez Airbus. Est-ce que une fois que tu auras fini tes études, tu arriveras à avoir ce job là qu'on te propose chez Airbus? Et je lui dis je sais pas, c'est vrai. Et donc du coup j'ai sauté sur l'opportunité, parce que je me voyais pas quand même dépendre de ma mère et repartir dans ce enfin j'avais envie, mais c'était pas l'idéal non plus. Et donc je suis partie bosser chez Airbus, donc dans la formation toujours. Et j'y ai bossé quand même quelques années. Alors j'ai changé de boîte de freelance à chaque fois, mais j'y suis restée quand même un certain temps. Et comment ta vie a été transformée? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc du coup, on se rappelle que j'arrive à Toulouse, même si je trouve un job chez Airbus et que ça a l'air de bien se passer, à l'intérieur de moi, c'est le chaos le plus total. C'est-à-dire que ça fait quand même depuis l'âge de 7-8 ans que je me traîne des casseroles, que la vie, elle est pas chouette, qu'elle est très lourde à porter, que j'ai quand même beaucoup d'idées noires. Et donc je me dis, là à ce moment-là, je me dis, ok, là j'arrive au bout du bout. C'est en gros, c'est soit je trouve une solution, soit je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est juste pas possible, quoi. Donc vraiment les idées noires s'intensifient, et un jour je vais me faire tatouer les yeux. Donc je vais me faire tatouer les yeux au liner, et j'explique à la dame qu'en fait j'ai les yeux hyper sensibles et que dès que je me maquille, dès que je fais quoi que ce soit, en fait, j'ai les yeux qui pleurent, un coup de vent, j'ai les yeux qui pleurent. Enfin, en gros, mes yeux pleurent souvent, ils sont souvent infectés, j'ai souvent des problèmes aux yeux, quoi. Et elle me dit, c'est pas normal, c'est que ton corps, il essaye de te dire quelque chose. Bon, à l'époque, moi, j'étais hyper terre à terre, et je sais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, la pauvre dame? Je lui dis non, mon corps, il essaie rien de me dire, c'est juste mes yeux, ils fonctionnent pas comme il faut, quoi. Et elle me donne 2 cartes, elle me dit tu peux aller voir telle personne ou telle personne, je pense qu'elles pourront t'aider avec ça, je pense qu'à un niveau émotionnel, il y a quelque chose qui passe pas.
Et je me dis bon, ok, d'accord, je prends ces cartes. Et puis ça fait son petit bonhomme de chemin, tu vois. À ce moment-là, je suis quand même suivie par un psychiatre qui m'avait foutu sous antidépresseur. Ça ne faisait rien à part me donner des nausées. Et là, je me dis bon, allez, soit tu vas mieux, soit tu t'arrêtes. Mais je pense qu'en fait, à un moment donné, faut tout essayer. Donc, je prends une des cartes, je fais plouf plouf les petits cochons, et je me retrouve chez une réflexologue plantaire. Qui me dit ouh là là, vous avez du monde autour de vous, il semblerait que vous ayez un jumeau, voilà, donc comme si il y avait 2 embryons dans le ventre de ma mère, et il y en a un d'eux qui a pas survécu, quoi. C'était comme si c'était un œuf clair, sauf que l'âme de cet embryon là, elle est toujours collée à moi, et elle me dit moi ça c'est pas mon rayon, c'est pas ce que je fais, vous devriez aller voir telle personne, elle vous aidera. Donc je prends la carte, j'appelle la dame et je dis bah voilà. Quand je te coupe, quand elle t'a dit ça, est-ce que ça t'a fait un truc dans ton corps? Comment tu l'as vécu? J'ai l'impression que c'était comme une évidence, tu sais, comme si elle me disait quelque chose que j'avais toujours su, mais qui était bizarre. Tu vois, quand elle me dit vous êtes pas seule, je dis ah ben non, je suis pas seule. Enfin, combien de fois j'ai des discussions dans ma tête où j'ai l'impression qu'on est 15. Et moi à l'époque je savais pas ce que c'était tout ça. Je me disais juste que c'était mes mécanismes à moi, c'était mon monde à moi. Enfin tu vois, j'ai toujours été un peu la nana à part qui s'intègre bien, tu vois, mais un peu solitaire, qui aime bien être dans sa bulle et tout ça, tu vois. Et donc du coup je me disais ouais bon ben oui ça fait sens et en même temps c'est étrange. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous chez la magnétiseuse qu'elle me conseillait, parce que la dame en fait qu'elle me conseillait était une magnétiseuse. Et donc je vais voir cette gentille dame qui m'explique tellement de trucs sur moi que je me dis c'est pas possible, elle me connaît, elle a appelé ma mère avant, je sais pas, il se passait quelque chose, enfin elle peut pas en faisant 2-3 tests énergétiques savoir tout ça sur moi, quoi. Et donc on fait un premier soin, on en fait un deuxième, et en fait c'est subtil et en même temps c'est très franc, mais ma vie change, mon comportement change, ma manière d'être, de vivre, de réagir évolue positivement. Et en fait tout ce que les psychothérapies et les psychothérapeutes n'ont pas réussi à faire pendant des années où je suis restée là à parler de tous mes problèmes et de tous mes traumas, là en fait ça s'est envolé, quoi. Ça a changé, ça s'est adouci, et il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi, quoi, comme si une compréhension, une ouverture, une conscience différente, comme si on avait rappuyé sur le bouton on. Et donc là, ça me parle énormément ce que tu dis, parce qu'en fait, ce qu'on disait hors micro, je l'ai déjà dit dans le podcast, mais j'ai eu la même expérience que toi, sauf que bon, moi, c'était la magnétiseuse qui me l'avait dit directement suite à mon burn-out, que j'avais une sœur jumelle, pareil, morte in utero, donc chose que je ne savais pas, que maman ne savait pas, enfin que personne ne savait. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait un frisson dans tout le corps. Et vraiment comme tu dis, cette évidence. Et du coup, ça s'appelle donc le syndrome du jumeau perdu. Je crois qu'il y a 20 ou 30% de la population qui sont atteints par ce syndrome, mais en fait, on n'en parle pas. Oui. Et c'est vraiment le fait de savoir ça, c'est de se dire, toute ma vie, je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas, parce qu'en fait, il me manquait une pièce du puzzle qui était juste indispensable dans mon j'allais dire dans mon bien-être, mais voilà, dans mon développement, dans mon épanouissement. Et tu vois, bon, là, avec la séparation cet été, ça a réveillé cette blessure d'abandon, parce que finalement mes cellules avaient ce truc de j'ai été abandonnée par ma sœur à cette semaine de grossesse, et du coup toute ta vie en fait il y a des choses qui se reproduisent parce que ça, mais si tu le sais pas en fait ça t'as un manque, quoi. Non mais c'est clair, et puis après moi j'avais pas cette sensation d'abandon, parce qu'il était toujours avec moi, il était toujours en moi en fait, il était là en fait. Donc du coup c'est pour ça que j'avais jamais l'impression de marcher seule. Et la dame elle me disait mais vous achetez pas les choses en double? Et c'est vrai que j'achetais toujours tout par deux. Tu vois, j'achetais quand j'allais acheter un t-shirt de couleur rouge, j'allais l'acheter en bleu, quand je l'achetais en blanc, je l'achetais en noir, tu vois, j'achetais toujours tout par deux.
Jamais, tu vois, j'ai acheté un cahier, j'ai acheté un autre cahier d'une autre couleur. J'ai acheté tout par deux. Et donc du coup, il y avait cette dualité à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que quand elle a enlevé, je me suis sentie vide, je me suis sentie seule, mais en même temps, je me suis sentie libérée, quoi, comme si j'avais la place pour être moi et pour vivre ma vie plutôt que d'essayer de vivre la nôtre. Ouais. Et à côté de ça, j'ai mon papy qui a décédé, qui a disparu, qui est mort, enfin qui est parti de l'autre côté. Et c'est vrai que lui c'était ma figure paternelle parce que depuis Madagascar, mon père il était MIA, comme on dit en anglais, il était missing, on le voyait plus, enfin il était plus là, quoi, c'était silence radio. Et ça a aussi créé, enfin ça a aussi éveillé ou réveillé ou activé quelque chose à l'intérieur de moi, quoi. Et à quel moment t'as fait tes burn-out? Et alors mes burn-out, ils sont arrivés un petit peu plus tard. Mes burn-out, j'étais déjà en éveil spirituel, j'avais déjà commencé à m'ouvrir. J'étais en cours d'ouverture en fait quand le premier il a pointé le bout de son nez. En fait, le premier il a été pernicieux, c'est-à-dire que je n'ai compris qu'après que c'était un burn-out, dans le sens où ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup de pression au boulot. C'était pas hyper agréable Donc t'étais toujours chez Airbus, tu commençais à avoir ton éveil spirituel, t'étais chez Airbus en poste. Ouais, c'est ça. Je commençais à faire mon éveil spirituel. Je change de boîte, donc j'étais chez Airbus toujours, mais j'étais chez un autre sous-traitant qui venait de me démarcher pour me mettre sur un autre projet. Et en fait, cet autre projet, ça se passe pas super bien parce que c'était pas de la formation, c'était un projet technique et que moi je suis pas ingénieur. Et donc du coup, le mec avec qui je bossais, qui était dans la même boîte que moi, il voulait mon poste. Et donc en gros, il allait chuchoter dans les oreilles du client pour lui dire que je bossais pas bien, que ce que je faisais ça n'allait pas, que j'étais pas le bon profil, de manière à ce qu'on me retire le projet, qu'on le lui donne à lui, parce que lui il comprenait pas pourquoi on lui avait pas donné à lui directement et pourquoi on m'avait recruté moi qui avait pas le profil qu'il fallait, quoi. Et donc je me retrouve ce qu'on appelle dans le jargon d'Airbus, dans le jargon de la sous-traitance d'Airbus, on the beach, donc à la plage. Je me retrouve à la plage et je me retrouve surtout dans une boîte très macho, très misogyne, où on n'accepte pas l'échec, on n'accepte pas le fait d'être on the beach, parce que du coup je coûtais de l'argent à l'entreprise mais j'en ramenais pas. Enfin voilà, il y avait cette pression permanente de mais du coup tu peux pas être là et rien faire, donc il faut que tu te trouves des trucs à faire, il faut que tu te trouves un contrat. Moi je dis non mais les gars, c'est là vous êtes en train de me parler politique. Moi je connais personne chez Airbus pour me trouver un contrat moi-même, quoi. Et donc du coup il a commencé à y avoir quelques frictions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, je descends les escaliers chez moi, alors que souvent je prenais l'ascenseur, mais là, bon voilà, j'étais pressée, je descends les escaliers de mon immeuble et cric crac boum, je tombe, ma cheville se retourne et se retourne par l'avant du pied, hein. Et ça fait schlac. Et là, comme si on coupe un fil d'un pantin, en fait, j'ai tout mon corps qui tombe. Et je me dis, ah merde, je me suis fait mal. Là, je me dis, mais quelle idiote, mais c'est pas possible, mais comment je vais faire? Et puis là, pouf, la lumière de l'escalier s'éteint. Et là, je suis dans le noir, par terre, avec la cheville qui me fait hyper mal. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de me lever, impossible. Et en fait, j'avais déchiré tous les ligaments de ma cheville. Donc je n'avais pas cassé le pied, j'avais pas cassé d'os, rien. Et quand j'avais raconté ça au médecin là aux urgences, il m'a dit mais je ne sais même pas comment vous n'êtes pas cassé la structure du pied vu comment vous me dites que votre pied s'est tordu. Mais voilà, j'avais déchiré tous les ligaments de la cheville. Et donc j'ai été arrêtée pendant 6 semaines parce que pendant 6 semaines j'étais plâtrée. Il fallait que je garde le pied en haut parce que sinon mon pied est gonflé. Et donc du coup, d'une certaine manière, c'est mon premier burn-out, mais mon corps en cassant m'avait un peu protégée de tout ça, quoi. Et donc du coup après ça, s'en est suivi un deuxième.
qui lui quelques mois plus tard, en revenant au travail, ça allait mieux, j'avais un peu moins de pression et tout ça, et puis petit à petit ça a été hyper dur. Airbus coupait de plus en plus les budgets, donc du coup on était de plus en plus à être sur à la plage, de pas être en contrat, de pas être ceci, de pas être cela. Donc du coup la boîte pour laquelle je bossais a commencé à chercher des contrats ailleurs, et en fait ils m'envoyaient à Londres du lundi au vendredi toutes les semaines, quoi. Et au début c'était chouette, mais à l'époque j'avais rencontré mon conjoint, et lui il avait son restaurant, et donc en fait on se voyait jamais parce que lui il bossait le week-end, et moi du lundi au vendredi j'étais pas là. Et donc du coup et puis c'était il continue avec la pression permanente, la pression psychologique, c'est jamais assez, tu nous coûtes de l'argent, cette espèce de culpabilité qui nous mettait à l'intérieur de nous. Et au final, j'ai fini par me mettre en arrêt, et pendant 3 mois, et après complètement à partir, quoi, à me dire et là à ce moment-là j'avais déjà commencé à faire des soins énergétiques et tout ça, et je me disais qu'est-ce que je fais, est-ce que Alors justement petite parenthèse, comment du coup tu fais ta séance chez la magnétiseuse, ça te change ta vie. À quel moment tu te dis moi j'ai le don, je pourrais le faire aussi, comment ça se passe du coup? Et aussi autre question, comment tu l'assumes, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on assume auprès de tous, parce que c'est quand même un univers qui est quand même décrié, où les gens n'y croient pas forcément, quoi. Ouais. Alors ça fait plein de questions. Ouais, non, mais y a pas de souci. Je suis là pour y répondre, justement. Alors, du coup, comment est-ce que j'en suis venue à me dire j'ai ça moi aussi à l'intérieur de moi, et je veux l'utiliser. Déjà, avant ça, je recroise une copine avec qui on avait fait la semestrialisation, justement. On avait fait la réorientation, et on va manger dans le resto de mon conjoint. Et on se parle et tout ça. Je lui dis écoute, moi j'ai commencé la méditation, nanana, et elle me dit moi je fais des soins énergétiques, nanana. Je dis ouais, mais moi j'ai été voir une magnétiseuse. Et elle me dit bon, toi Charlotte, t'as été voir une magnétiseuse? Je dis oui. Et donc on discute et tout ça. Elle me dit mais tu sais que t'es en éveil spirituel? Je dis mais de quoi tu me parles? Je dis tu me parles chinois, c'est quoi ton truc là, éveil spirituel? Et elle me dit tout ce que tu vis, tout ce que t'es en train de vivre, toutes tes sensations, toutes tes perceptions, toute cette conscience de tout ce qu'on ne voit pas, c'est ça l'éveil spirituel. Et je lui dis ah ouais, oui, on est en plein dedans. Et elle me dit t'as pas l'impression des fois qu'il y a des gens que tu vois pas, qui sont pas devant toi, mais que tu les entends? Et je dis si, mais ça c'est depuis que je suis petite. Et donc du coup elle me dit oui, forcément. Et donc en fait elle met des mots sur tous mes mots MAUX, sur tout ce qui me chagrine, sur tout ce qui me définit, sur ma sensibilité, tout ça. Et en fait, avec elle, j'évolue. Et elle, justement, elle allait faire une formation en magnétisme. Et elle me dit, écoute, je la fais. Donc, soit tu viens et tu la fais avec moi, parce que moi, je n'étais pas disponible ce week-end-là. Soit tu la fais le mois prochain, et parce qu'il revient à Toulouse et tout ça. Et si elle est bien, je te le dis. Et à ce moment-là, tu la fais aussi. Et donc, du coup, elle fait sa formation. Elle me dit, c'est trop génial. Elle me fait des soins énergétiques. Elle essaie de m'apprendre un petit peu tout ça. Et je fais la formation 1 mois plus tard. Et en fait, en faisant la formation... Donc sur juste un week-end. Ouais, c'est juste un week-end. Okay. C'était 2 jours, samedi, dimanche. Et en fait, le gars, il expliquait le basique, quoi. Comment le corps humain fonctionne, comment le corps énergétique fonctionne, comment est-ce qu'on peut influer sur le corps physique à travers le corps énergétique. Et on avait fait quelques exercices de pratique et tout ça. Donc, tu vois, c'est vraiment la toute petite formation, quoi. C'est la base, ouais. C'est un crash course, quoi. C'est en accéléré. Et à la fin du week-end, ma maman avait parlé à ses collègues de travail. Et donc, du coup, je sais pas, ça devait être le jeudi ou le vendredi, je reçois un appel. Oui, je suis une amie de ta maman qui m'a donné son numéro et j'aimerais que tu me fasses un soin énergétique et tout. Et moi, je suis non, enfin, la formation, je viens juste de la finir. C'est tout petit. Je suis pas sûre d'être en capacité de... Et elle me dit si, c'est pas grave, je veux que tu me fasses un soin énergétique, tout ça. Et donc moi je réfléchis pas, je lui fais le basique, quoi. Enfin je veux dire ce qu'on a appris, sans forcément m'appuyer sur mes ressentis ou tout ça. Je lui fais le soin énergétique classique comme on l'a appris dans le week-end. Et 2 semaines plus tard, elle m'appelle, elle me dit écoute,
tu devineras jamais, j'ai plus mal au dos, donc c'était ce pourquoi elle était venue me voir. Et ce que tu savais pas, mais ce que je t'avais pas dit, c'est que j'étais en aménorrhée depuis 5 ans, avec un traitement depuis 3 ans. Donc aménorrhée, ça veut dire qu'elle n'a pas ses règles, et elle était sous traitement médicamenteux pour faire revenir ses règles depuis 3 ans. Et en fait, avec un soin énergétique, au bout de 2 semaines, ses règles étaient revenues. Et moi, j'étais waouh! Mais en fait, ça marche vraiment. Quoi. Ouais. Et donc à partir de là, il y a tout qui s'est ouvert. Ouais. Et en fait, donc quand ça allait pas trop là au niveau du boulot et que justement j'étais sur la plage et que je faisais rien, ce que je faisais, c'est que je faisais mes heures dans la semaine et je me libérais le vendredi après-midi. Comme ça, je pouvais caler mes rendez-vous. Donc je faisais des soins énergétiques, je faisais des levées de sorts, je faisais des reliances avec les personnes qui étaient décédées et qui voulaient parler à leurs proches, des trucs que je fais plus aujourd'hui, tu vois, mais à l'époque j'explorais toutes les voies. Je faisais des tirages de cartes et donc du coup, j'avais des gens qui venaient chez moi pour des consultations tous les vendredis et tous les samedis. Et donc en gros, j'avais mon job de salarié du lundi au vendredi midi et du vendredi midi au dimanche. Enfin, le dimanche, je le gardais pour mon conjoint parce que généralement le resto était fermé à ce moment-là. Mais du vendredi midi au samedi, je faisais des soins énergétiques et généralement le samedi soir, parce que j'étais photographe également, je travaillais en soirée et j'allais prendre des photos. Donc en gros, je m'arrêtais jamais de travailler. D'où le burn-out aussi. C'est qu'à un moment donné, ça. Et là, comment est-ce que ça a été un sujet pour toi d'assumer justement le fait de t'être ouverte à tout ça? En fait, par rapport à ton entourage professionnel, personnel. C'était le truc qui pouvait aider tout le monde. Donc pour moi, c'était le truc dont il fallait parler, dont je ne comprenais pas pourquoi les gens ne connaissaient pas ça, ne savaient pas ça. Donc moi, comme tu l'as vu peut-être depuis le début de l'interview, moi, je suis quand même assez ouverte, assez... tu vois, je parle des sujets... assez facilement, même de sujets très personnels et très douloureux. Ouais. Et donc, du coup, pour moi, c'était logique de parler de ce truc-là qui est si simple et si abordable et qui peut aider et soulager beaucoup de monde. Et donc, petit à petit, ça a fait son bonhomme de chemin dans ma boîte. Et souvent, les gens, ils venaient me voir, ils me disaient « Oui, on m'a dit que t'étais une magicienne et que tu savais enlever les douleurs de règles. Alors là, j'ai mes règles, ça me fait super mal. Est-ce que tu peux me faire ton truc ?» Et donc du coup voilà, en fait je travaillais dans une boîte d'ingénieurs, de chefs de projet dans l'aéronautique, donc c'était des gens quand même qui étaient hyper oui, c'est ça. Ouais. Hyper terre à terre, et en fait petit à petit rationnel, ouais. Les gens venaient me voir, c'est-à-dire j'ai mes règles, j'ai mal à la tête, j'ai mon foie qui est engorgé, je sens que ça me gêne, j'ai mal au ventre. Après c'était quand même souvent des filles, qu'on se le dise, il y avait très peu d'hommes qui me disaient j'ai mal ci, j'ai mal là. Il y en a qui me posaient des questions, genre ils étaient intéressés, mais c'était quand même bien souvent des filles qui venaient me demander j'ai ça, est-ce que tu peux m'aider quoi. Et la grande question, à partir de quand tu as commencé à facturer et comment t'as géré ça? Alors, dès le début. Parce que c'est toujours difficile de valoriser ce type de travail. Eh ben non, parce que justement le monsieur, celui qui m'a formé, Pascal, il m'avait expliqué, que quand on fait un soin énergétique, il faut qu'il y ait un échange. Parce que si tu donnes quelque chose à quelqu'un mais qu'il n'y a pas de retour, tu vois, c'est comme si la balance, elle est pas juste et derrière, t'as comme une dette karmique. Ça crée une dette karmique. Voilà. Et donc du coup, en gros, il nous avait dit, même si c'est 1 euro, même si c'est une pêche, même si c'est un déjeuner, même si c'est un croissant, il faut qu'il y ait un retour, faut qu'il y ait un échange, parce que sinon, du coup, vous créez des déséquilibres dans les corps les uns des autres et ça le fait pas. Et donc, du coup, au début, je disais, tu me donnes ce que tu veux. Quand c'était au taf, je disais, voilà, je sais pas, tu me payes le café. Et après, quand j'ai commencé les soins énergétiques, je disais aux gens qui venaient en consultation, vous me donnez ce que vous voulez. Et puis petit à petit, j'ai eu de moins en moins de temps. Et donc du coup, j'ai mis un tarif qui était fixe. Donc j'avais mis 30 € à l'époque. Donc c'était il y a à peu près, il y a quasiment 10 ans. Donc c'était 30 €. Voilà, c'était 30 € et je gardais la personne 1 heure. Et après, petit à petit, j'ai eu de moins en moins de temps. J'avais beaucoup de demandes, donc je suis passée à 40. Quand j'ai eu mon premier enfant, là du coup, je louais une salle pour pouvoir faire. Donc j'ai augmenté mes prix petit à petit et donc en fait, moi j'ai jamais eu de problème réellement à me faire payer ou à parler de ce que je faisais. C'était pas, pour moi, ça a jamais été un point bloquant.
C'est un autre sujet. Ouais. Ouais, pour moi, c'était pas, je sais que c'est le gros sujet des thérapeutes, mais c'est vrai que voilà, moi, ça a jamais été un souci. Après, j'avais peur de pas arriver à bien gagner ma vie et d'avoir le niveau de vie que j'avais en étant chef de projet en sous-traitant chez Airbus, si je quittais tout et que je me mettais uniquement à mon compte là-dedans. Pour moi, voilà, j'avais cette croyance qu'on ne pouvait pas vivre du bien-être ou de la thérapie. Et donc, qu'est-ce qui a fait que t'as osé? Eh ben, alors du coup, on arrive là à ce fameux burn-out où je me fais arrêter pendant 3 mois. Je fais un bilan de compétences, tu connais, le fameux bilan de compétences. Alors moi, je l'avais fait à l'APEC, donc ça servait à rien. Hein. Alors, je veux dire, tu lui poses des questions, tu y réponds. Le gars, il dit, ah oui, bah en fait, vous êtes dans le bon job parce que ce qui vous correspond, c'est bien le job que vous faites aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc ça, en fait, ça fait 3 mois que je fais mon bilan de compétences et derrière, ça sert à rien, quoi. Et du coup, le truc, c'est que le bilan de compétences traditionnel, on en parlait tout à l'heure hors micro, c'est que les bilans de compétences traditionnels, ils sont vraiment orientés que sur les compétences bah oui. et justement moi c'est ce que je prône et c'est enfin la méthode que j'ai créée, c'est justement de dire en fait certes, enfin si tu restes que sur les compétences professionnelles, bah voilà, souvent on va te dire bah voilà, t'es déjà dans le bon job ou tu vas changer de job et tu vas toujours retourner en rond parce que ce qui compte, c'est de savoir en fait quel est ton why, en fait pourquoi tu fais ça et avec quel talent. Et si t'es pas aligné avec le pourquoi tu es là et pourquoi tu fais les choses, bah il y a un moment tu vas te sentir vide et puis tu seras pas bien quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc du coup, là, je me suis retrouvée, voilà, à faire ce bilan de compétences et à me dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je me lance dans la photo et les soins énergétiques. Et en même temps, ça me faisait peur parce que à l'époque, donc j'avais mon conjoint, mais on vivait pas ensemble. Lui, il était déjà entrepreneur et j'avais mon crédit à payer, j'avais ma voiture, j'avais mon scooter, enfin voilà, j'avais quand même un train de vie, un niveau de vie assez haut et j'étais seule quoi. Et je me disais, je pense pas que j'arriverai à gagner ce que je gagne en étant chef de projet quoi. Et à ce moment-là, en fait, je continuais quand même à faire à envoyer mes candidatures à droite à gauche quand je voyais des postes qui me plaisaient. Et en fait, il s'est avéré que je suis tombée sur un poste dans une soi-disant start-up qui un poste de chef de projet senior dans tout ce qui est banque et assurance, un truc qui me ressemblait. La boîte avait l'air d'avoir une bonne ambiance, une bonne culture d'entreprise et tout ça. Premier entretien, ça se passe bien. Deuxième entretien, ça se passe bien. Troisième entretien, le poste, il est à vous. Ça a l'air chouette et tout et tout. Donc, je quitte mon autre boîte, je rentre dans celle-ci et premier jour, convoqué dans le bureau, désillusion. La désillusion commence et donc on me dit, voilà, on t'a invité au Noël de la boîte et tout ça, tu as tutoyé les patrons et en fait tout le monde les vouvoie. Eux ils te tutoient mais toi tu vas les vouvoyer. Moi je suis là non mais attends c'est quoi le délire quoi. On est en l'an 50, c'est l'école maîtresse vous et puis lui par contre il a le droit de me dire tu quoi. Et moi je suis là mais c'est du gros délire, c'est quoi, c'est n'importe quoi. Et donc là déjà je me dis oh là là qu'est-ce que c'est ce délire. Et en fait Ils avaient quel âge les boss? Mais ils avaient mon âge aujourd'hui. ils avaient 35-40 ans, quoi. C'était des jeunes. Ouais. C'était des jeunes. Je vais pas dire le mot, mais on l'entend. Voilà, c'était des... Ouais. Moi, ça, c'est le genre de truc, oui, le respect. Ok, respecte-moi, vous vois-moi. Toi aussi. Enfin, voilà, moi, c'était... Et puis moi, l'injustice, c'est vraiment le truc pour lequel... je pense que je pourrais me battre et je pourrais finir en prison pour de l'injustice. Donc moi je comprends pas en fait. Pour moi c'était pas juste. Pourquoi eux ils tutoient et nous on vous voit. Enfin pour moi ça avait pas de sens. Ouais. Donc déjà ça commence comme ça. Mais je me dis allez tu vas pas te mettre Marcel en tête. Tu continues, t'avances. C'est bon, c'est pas grave. C'est qu'un petit truc et tout ça. Et en fait plus on avance et plus voilà c'est une boîte. Cette boîte elle était à vomir. Elle était à vomir.
il y avait un turnover de fou et on se demande pourquoi, mais en fait on le sait, il y avait que des jeunes et les gars ils nous payaient au lance-pierre pour tout ce qu'on faisait. Et en fait les mecs il fallait faire 8 heures, sinon tu bossais pas assez. Donc en gros moi à l'époque je faisais de la boxe et j'étais en train de m'entraîner pour commencer à combattre, sauf que derrière c'était fini, c'était pas possible. 8 heures, à quel moment je cale mes entraînements? J'étais en déplacement, donc eux ils avaient fait pire, c'est-à-dire qu'au lieu de m'envoyer du lundi au vendredi à Londres, ils m'envoyaient lundi, mardi et vendredi à Paris. J'étais en clientèle, mais par contre fallait quand même que j'arrive à produire ce que je devais produire en étant au travail. Donc je partais à 6 heures du matin, je rentrais à 22 heures, et entre-temps la fille elle m'expliquait qu'en gros dans le taxi, dans l'avion, il fallait que je fasse mon travail. C'était en fait, je pensais que avec l'autre boîte, j'avais touché le fond, ou j'avais atteint le sommet. Et en fait, cette boîte-là, c'était la cerise sur mon gâteau de merde. C'était une horreur. C'était une horreur. Et donc, au bout de 3 mois, je commence à pleurer en arrivant au travail. À ce moment-là, je continuais en fait à faire des retraites chamaniques, je continuais mon cheminement spirituel quoi. Que j'avais entamé. Donc après avoir fait la formation en magnétisme, j'avais fait pas mal de retraites chamaniques. J'avais même fait un accompagnement en individuel. Une transmission et tout ça. Et là, en fait, à ce moment-là, donc j'avais fait des stages avec des chamans mongols, donc pour construire son tambour. Et le deuxième stage, le week-end d'après, c'était pour apprendre à utiliser le tambour chamanique. Et donc je rentre de ce stage-là, je me gare en bas et là je me mets à pleurer et je me mets à pleurer et je me dis mais qu'est-ce que je fous là quoi, je bosse pour une boîte, leur mojo à eux c'est plus d'argent, enfin c'est vendre mieux et vendre plus. Et moi je suis là, mais à vomir, enfin je travaille pour les clients c'est de la banque et de l'assurance, donc eux ils veulent vendre plus de contrats et plus quoi, vendre mieux et vendre plus quoi, enfin l'horreur. Et du coup, je me dis, je suis pas à ma place. Et donc, j'ouvre mon ordinateur et là, je reçois un mail de mon cher patron adoré qui me met en majuscule dans l'objet « Dernier avertissement ». Et j'ai un email à vomir que j'ai encore, d'ailleurs, que j'ai relu là récemment. Je sais plus pourquoi je l'ai relu. Et je crois que je me disais non mais s'il faut t'hallucinais à l'époque, t'étais trop sensible et tout ça, et donc j'avais relu le mail pour voir si c'est moi qui étais folle ou si c'est lui qui était vraiment un idiot fini. Et en fait c'était un email dégueulasse où le mec il me descendait encore une fois et pour la 10e fois comme quoi mon comportement n'était pas bien, que j'avais une influence, que j'étais en gros une leader et que j'avais une influence sur les employés, et que donc du coup il attendait de moi que mon comportement soit carré et soit plus jovial, et que lui en fait il me l'avait déjà dit, mais c'était à moi de décider mes choix de vie, que soit il me monterait directrice des chefs de projet, soit j'avais envie de faire un enfant et donc j'allais passer à côté de ma carrière quoi. Enfin, c'était des trucs horribles quoi, parce que nous on voulait un enfant cette année-là, et en fait ce job il n'a servi qu'à une chose, c'est-à-dire que on a pu s'installer avec mon conjoint ensemble, donc on a pris un appartement ensemble, j'ai mis le mien en location, on a pu s'installer tranquillement, confortablement, avoir un appart en location, parce qu'il fallait quand même un CDI et tout ça pour les locations, ils sont assez casse-pieds là-dessus. Puis il était restaurateur, donc en gros en étant entrepreneur ça comptait pas. Et une fois que justement on a eu cet appart et tout ça, derrière ça a été la dégringolade, et là j'étais au bout de ma vie. Mon conjoint il m'a dit écoute, tu peux pas être misérable comme ça tous les jours, tu veux un enfant mais t'es tellement stressé, t'es tellement sur les dents que moi il y a pas moyen que je mette un petit être humain à l'intérieur de ton corps comme ça là. Et il m'a dit t'as tout ce qu'il faut, pour être à ton compte. Il me dit pourquoi tu le fais pas? Et je lui dis ouais mais moi
j'ai l'habitude de bien gagner ma vie, d'avoir ma voiture, d'avoir ci, d'avoir ça, je paye mes trucs. Là, si je suis à mon compte, c'est bon, j'ai pas envie de galérer. Il me dit mais arrête, tu gagnes déjà quasiment un SMIC à ton compte. Alors c'est bon, t'as qu'à lâcher. Et puis de toute façon, tu auras Pôle emploi pendant quelques années. Et vu que tu auras plus de temps, tu pourras augmenter ton chiffre d'affaires. Et moi, je dis ah ouais, c'est vrai. Et en même temps, c'est faux. Et en même temps, j'ai peur. Et en même temps, j'ose pas. Et en fait, à un moment donné, j'étais au pied du mur. Et donc du coup, j'ai sauté. J'ai sauté dans le vide de l'entrepreneuriat ou dans le plein de l'entrepreneuriat. Ouais. Et je me suis Et donc là, du coup, tu t'es lancée avec des rendez-vous individuels et donc faire des soins énergétiques et des séances de magnétisme et d'énergétique. T'as fait pivoter ton modèle. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé pour toi? Alors déjà avant ça, j'étais toujours photographe à l'époque et j'étais photographe culinaire, c'est-à-dire que je m'étais spécialisée. Je faisais un peu moins de photos de soirée. J'avais toujours quelques mariages en été, mais je faisais surtout de la photo culinaire et je bossais pour une boîte qui s'appelait Take It Easy. C'est le Uber Eats de l'époque. C'est le premier à avoir fait du Uber Eats en fait. C'est les tout premiers. C'était Take It Easy. Eat, c'était EAT, hein, c'est manger. Take It Easy. Et donc du coup, je faisais les photos des restaurants qui faisaient de la nourriture à emporter avec coursier à vélo. Et en fait, on pouvait commander sur photo comme c'est aujourd'hui sur Uber Eats. Donc en gros, c'est tout Uber Eats, mais c'était les premiers, c'était les pionniers. Et ils s'implantaient à Toulouse. Et en gros, ils avaient besoin de quelqu'un qui allait dans les restaurants prendre les photos des plats pour pouvoir les mettre sur le site internet. Et donc, en fait, j'avais pas mal de prestats photos et voilà, je générais entre 600 et 1200 euros de chiffre d'affaires par mois selon les prestats que je faisais, quoi. Et donc moi je m'étais dit c'est bon, si je quitte le temps que je fasse ma clientèle et que j'ai assez de clientèle en soins énergétiques pour générer un bon chiffre d'affaires par mois, j'ai au moins ça qui me couvre le manque à gagner avec le chômage que j'avais. Enfin, le chômage, on divise le salaire par deux, hein. Et donc du coup je me disais c'est bon, ça remplit le trou et ça va. Et en fait je quitte mon job le 7 juillet. Pardon, le 7 juillet, et en fait le 12 juillet, je reçois un email me disant que Take It Easy est en liquidation judiciaire. Que nous ne serons pas payés de notre prestation de juin et de juillet, et que du coup Take It Easy n'existe plus. Et là, je me dis, c'est une farce. Et là, je me dis, non, là, c'est l'attaque de panique. J'appelle mon conjoint, je dis, je vais rappeler la boîte pour laquelle je bossais. Je vais leur dire qu'ils me reprennent parce que c'est pas possible. Je vais remettre mon CV et tout. Il me dit, non, mais ça va, respire. Il me dit, on s'en fout de ton Take It Easy. Il me dit, t'as le chômage, t'as ci, t'as ça. Il me dit, réinvente-toi, trouve un moyen, justement, de gagner de l'argent différemment, autrement. Il y en aura d'autres des Take It Easy. Bon, après, il avait pas tort, il y en a eu d'autres des Take It Easy, hein. Mais voilà, donc en gros, premier choc. Donc derrière, je me dis, tiens, je vais organiser un voyage chamanique. Je vais faire du groupe parce que si j'ai plusieurs personnes pour faire une séance, forcément, je gagne plus d'argent que en recevant qu'une personne pendant 1 heure. Et donc, j'organise mon premier voyage chamanique à Toulouse et là, carton plein, quoi. Il y avait 32 personnes. Donc gros stress parce que première fois que j'anime pour autant de monde et en fait ça a marché du tonnerre parce qu'à l'époque c'était il y a 7-8 ans, il y avait pas en fait c'était compliqué de trouver de la méditation, de trouver du voyage chamanique, de trouver voilà des séances comme ça où on se reconnectait à soi. Et donc, c'est là-dessus que j'ai réinventé mon modèle économique, c'est-à-dire que je suis partie sur des séances collectives. Et c'est vraiment comme ça que je me suis fait connaître et que j'ai eu plus de clientèle qui venait en individuel. C'est-à-dire que j'avais déjà ma clientèle qui venait en individuel et le bouche à oreille marchait déjà bien. Mais quand j'ai commencé à faire du collectif, ça a boosté le truc, quoi. Ça a vraiment accentué le truc. Ouais. Et la façon, ce qui était là, c'est que je suis tombée enceinte cet été-là. On a notre petit Gabriel qui est venu nous rejoindre l'aventure de notre vie cet été-là. Et donc là, je me suis dit
ben l'entrepreneuriat c'est chouette, mais maintenant j'ai 6 mois pour mettre en place avant que lui il arrive quoi. J'ai 6 mois pour avoir en chiffre d'affaires ce que je gagnais en tant que salarié pour pouvoir être bien pour accueillir notre bébé. Donc là, du coup, tu as fait des rendez-vous individuels, des retraites chamaniques, enfin des rendez-vous collectifs. Ouais. Qu'est-ce que t'as mis en place d'autre? À l'époque, je crois que j'avais aussi Allo Resto qui avait commencé à me démarcher, mais je sais plus si Allo Resto c'était si c'était après Gabriel ou pas. Enfin bon voilà, en gros je crois que s'il y avait pas Gabriel, il était déjà là quand je faisais Allo Resto et quand après il y a eu Uber Eats. Donc oui non, j'avais mes rendez-vous individuels, j'avais mes rendez-vous collectifs, j'avais quelques photos, quelques shoots photos par-ci par-là, des mariages, des choses comme ça, quelques soirées. Ouais. Et à côté de ça, j'avais une boîte américaine aussi qui m'avait démarché pour travailler en freelance pour eux dans les études cliniques. Et j'avais dit oui. Et en fait, bon, c'était le truc en dormance. Donc chaque mois, ils m'envoyaient, ils me disaient oui, est-ce que t'es dispo pour tant d'heures par semaine? On a telle étude clinique qui va commencer. Et en fait, il y avait jamais rien. Et c'est que quand Gabriel est né que ça a commencé les études cliniques. Donc les études cliniques, j'ai bossé pour eux jusqu'à ce que mon deuxième naisse l'année dernière. Et voilà, j'avais quelques heures par semaine. Et en gros, c'était mon filet de sécurité. C'était de me dire, si la lumière est en vous marche pas, j'aurai toujours au moins ça, quoi. Jusqu'à ce que mon deuxième arrive et que là, je me dise, non, là, je peux plus. Le filet de sécurité, il est en train de me tuer, donc arrêtons. Mais en gros, voilà, j'avais juste les soins individuels, les soins collectifs, quelques shoots photos et petit à petit en fait j'ai fait mon bonhomme de chemin et mon chiffre d'affaires il a commencé à grandir et tout ça. Et puis en 2000, donc mon garçon il est né en 2000, mon premier il est né en 2017 et en avril 2017 et en octobre 2018 je prends un cabinet et je suis obligée de passer en entreprise et de ne plus être en auto-entrepreneuse. Mon plafond. Donc là, en gros, fin octobre 2018 et début novembre, pour moi, c'est un deuxième saut dans le vide. C'est-à-dire que j'ai plus droit au chômage. Je dépasse mon plafond, donc je quitte l'auto-entreprise et je passe dans l'entrepreneuriat, dans le vrai entrepreneuriat, quoi, avec un comptable, avec un expert comptable, avec tout ça, quoi, avec des charges, l'URSSAF, la CIPAV, toutes les joies de ces choses-là, la TVA aussi. Et en plus de ça, je prends un cabinet et à côté de ça, en plus de tout, parce que sinon c'est pas assez fun, l'appartement dans lequel on vivait, on nous a annoncé l'été d'avant que il fallait qu'on le quitte parce que la dame elle vendait l'appartement, donc soit on achetait, soit on partait. Et donc on s'est acheté une maison à la campagne. Donc voilà, ça faisait beaucoup de changements, donc un gros saut dans le vide en 2018. Et en 2019, j'ai commencé la formation en ligne. Donc là, mon modèle économique a encore changé. C'est-à-dire que je faisais du collectif toujours. J'animais pas mal de collectifs dans mon cabinet. J'avais les soins individuels. Et à côté de ça, j'ai rajouté de la formation en ligne en juillet 2019. Et après 2020. Donc l'idée c'est de former des personnes qui ont du coup ce don de magnétisme pour pouvoir eux-mêmes reproduire entre guillemets, faire des soins énergétiques. Ouais, c'est ça. Alors moi je suis de la team ce n'est pas un don, c'est une capacité qu'on a tous. Donc c'était plus de former les personnes qui ont cette appétence pour l'énergétique à justement utiliser leur capacité énergétique. Donc en gros c'était mon truc, c'était de leur transmettre tout ce que je savais, parce que plus on est à soigner, à guérir et à soulager grâce à l'énergie, plus le monde sera lumineux, tu vois, plus on est à s'ouvrir, plus on est à travailler dans la lumière, mieux le monde se portera. Et donc du coup, je lance cette formation en ligne en juillet 2019 et ça marche super bien. Je la relance en octobre, je la relance en janvier et 2020, on sait tout ce qui s'est passé, quoi. Et là, je me dis mais mon Dieu, merci
merci mon Dieu, merci l'univers de m'avoir mis dans la formation en ligne en 2019 parce que en 2020, plus rien quoi. Enfin, je veux dire moi, le plus gros de mon chiffre d'affaires, c'était quand même le collectif et je n'ai pas pu faire de collectif jusqu'à octobre 2021 quoi. Et en octobre 2021, normalement, on était encore avec des masques et des machins et des ceci et des cela, quoi. C'est que maintenant qu'on peut reprendre tranquillement. Donc, mon modèle économique avait commencé à shifter, enfin, à changer en juillet 2019 et heureusement. Et heureusement, c'est ce qui m'a sauvée, moi, pendant le Covid, parce que du coup, j'avais droit à rien, j'avais droit à aucune aide et il fallait quand même que je paye, la location du cabinet, que je paye tout ce qu'il y avait à payer, quoi. Peu importe que ça tourne ou que ça tourne pas, il y a les trucs, il fallait les payer, quoi. Toi, tu penses que tout le monde a les mêmes, a la capacité de justement de magnétiser, Ouais. Je pense qu'on a tous la capacité, on est tous capables d'utiliser son énergie. On n'a pas tous le même niveau, hein, on n'a pas tous la même facilité. C'est comme jouer au piano ou les maths, tu vois, on n'a pas tous cette virtuosité à l'intérieur de nous, on n'est pas tous Mozart, mais on a tous la capacité de l'utiliser parce qu'on est tous constitués de matière et d'énergie, et donc du coup, on a tous la capacité justement de mobiliser l'énergie à travers la matière. Ouais, après, il y en a qui n'ont pas du tout cet éveil et donc du coup, qui le travailleront jamais. Oui, non, mais ça c'est sûr. C'est comme parce que plus tu travailles sur ta capacité à justement magnétiser, à utiliser cette énergie, plus tu développes ton énergie. Exactement. Plus tu l'utilises, plus ça viendra facilement, plus tu es à l'écoute de tes ressentis, plus tu vas comprendre ce que tes ressentis t'indiquent, et donc forcément voilà, c'est aussi, donc en gros la formation elle est plus pour les personnes qui ont une appétence à développer leur capacité énergétique, à comprendre l'énergie, à comprendre ce qui se passe quand elles sont en éveil spirituel ou ils sont en éveil spirituel, et donc du coup de vouloir utiliser ces énergies pour soi, pour les autres ou à des fins professionnelles. Et tu disais que tu avais discuté, que tu avais la capacité de discuter avec des défunts. Ça, pour toi, tout le monde est capable de faire ça? Je pense que c'est là on arrive plus dans quelque chose où ça demande de l'entraînement. C'est-à-dire que c'est moins facile, moins accessible que d'activer de l'énergie. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui n'y arriveront pas parce qu'elles n'ont pas cette capacité à lâcher prise. Et elles n'ont pas cette capacité à se faire confiance et à se dire oui, c'est bien les messages que je reçois et c'est pas moi qui invente. Donc je suis pas sûre que ce soit donné à tout le monde. Après c'est plus quelque chose que je fais vraiment. C'est à l'époque je le faisais beaucoup et aujourd'hui voilà, j'ai un peu coupé avec ça. Parce que c'est plus quelque chose qui m'attire vraiment quoi. Mais ouais, après pour moi on a la capacité, mais c'est quelque chose qui est quand même difficile à développer. On va dire discuter avec des défunts, ça va plus loin, mais l'intuition et écouter, canaliser, recevoir des messages, pas forcément des défunts, mais recevoir des messages de son âme ou de ses guides ou de l'univers ou de personnes disparues et qui étaient dans notre vie avant. Moi, je pense qu'on a tous la capacité à le faire, que ce soit dans nos rêves, dans la nuit, en méditation. D'ailleurs, comment tu l'écoutes ton intuition? En méditation. Je me mets en état de conscience modifié et c'est comme ça que vraiment quand j'ai besoin d'aller plus loin, de vraiment savoir vers où aller, quoi faire, quoi choisir, je fais une petite méditation et j'écoute, je ressens. Après souvent, voilà, je sens quand oui ou non, quand ça dit oui ou non. Après, j'ai pas forcément toujours envie d'écouter quand ça dit oui ou non. Et puis, des fois, on s'entête, hein. Je m'entête comme tout le monde, et puis ça marche pas. Et puis, c'est voilà, c'est soit j'apprends, soit je gagne. J'échoue jamais, mais des fois j'apprends et j'apprends durement les choses.
Ouais, parfois on a notre intuition qui nous dit, faut pas y aller, mais il y a le mental qui dit mais si, vas-y, c'est une super opportunité. C'est ça. Et puis bah t'y vas. Et en effet, c'est une opportunité d'apprendre, mais c'était pas l'opportunité qu'on pensait. C'est ça, ouais, exactement. Comment tu célèbres tes réussites? Pardon? Comment tu célèbres tes réussites? Alors c'est quelque chose que j'ai pas assez fait. C'est-à-dire que je pense que je fais partie de la team jamais satisfaite ou qui veut toujours plus, tu vois. Une fois que t'as atteint le sommet de la montagne, ben la montagne d'à côté elle est plus haute, donc il faut aller sur l'autre. Donc moi j'étais un peu une overachiever. Celle qui veut toujours en faire plus, toujours, enfin voilà, qui met toujours des buts plus hauts, des objectifs plus hauts, et ça a été longtemps pour moi un problème de pas arriver à célébrer. Et comment je célèbre mes réussites? Ben en fait j'ai mon conjoint qui est très terre à terre. Et c'est un peu mon ancrage, c'est un peu lui qui me ramène dans le quotidien, dans l'importance des choses, dans la simplicité de la vie. Et c'est souvent lui qui me dit, qui ramène un bouquet de fleurs ou qui prend un petit truc pour trinquer ou qui fait un petit plateau repas. C'est simple, hein, mais c'est vrai que moi j'oublie de célébrer les choses. Et par exemple la dernière fois j'avais ma première séance de dédicace et quand je suis rentrée il avait préparé un plateau apéro avec des bières et des bières sans alcool et des trucs avec les enfants. Il avait acheté un bouquet de fleurs et il m'avait dit bah oui parce que c'est ta première séance de dédicace, c'est quand même quelque chose, alors il faut qu'on se fête ça. Et c'est vrai que moi je me rends pas compte en fait. Je me souviens la première fois que j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et il avait sorti une bouteille de champagne. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Et il me dit mais ça célèbre, tu te rends pas compte et tout. Et pour moi j'étais là bah oui mais j'ai travaillé tellement durement pour arriver là que en fait ça célèbre. Mais en fait je sais pas, des fois j'ai l'impression qu'on célèbre les choses qui viennent facilement et donc j'oublie cette part-là. Donc heureusement que lui il est là pour me rappeler si ça se fête. C'est chouette d'avoir une personne comme ça dans sa vie. Oui, ouais, c'est vrai que c'est heureusement qu'il est là. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Je sais pas si je me le suis dit un jour. J'ai l'impression, tu vois, que je me laisse porter par là où la vie me mène, que des fois c'est des chemins boueux et c'est des choses difficiles, mais que ces chemins boueux ils ont toujours été salvateurs et ils ont toujours été là pour quelque chose, tu vois. Et les quelques fois où j'ai regardé les autres en me disant ouais mais pourquoi eux et pourquoi pas moi, il y avait pas tu vois, c'était avec envie, où il y avait un sentiment qui était pas forcément positif et derrière ça générait des chagrins de comparaison. Alors que justement quand je me concentre sur moi, sur ce que je ressens, sur ce que je peux mettre en place, sur ce que j'ai envie de mettre en place plutôt que d'essayer de faire quelque chose de similaire et tout ça, je vais plus loin. Mais après, je comprends quand même le sens de ta question. Et à quel moment je me suis dit pourquoi pas moi, dans le sens pourquoi moi non plus j'arriverais pas à être dans l'entrepreneuriat et tout ça et à avoir une vie heureuse. Je sais pas si je me le suis un jour demandé. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Et puis si ça marche c'est bien et puis si ça marche pas tant pis, j'arrêterai là. Enfin tu vois, c'était plus ce moment où tu arrives au fond du trou, au fond du seau, que t'as dépassé 10 ou 15 faux fonds différents et que vraiment t'es au fond de la cuve et que tu te dis là c'est soit le cycle il change et la vie elle prend un autre tournant parce que je fais les choses complètement différemment pardon, soit du coup ça change pas et à ce moment-là tant pis on arrête, c'est fini. C'est un peu triste ce que je dis. C'est quoi la réussite pour toi? La réussite pour moi, c'est être heureux, c'est être en joie, c'est vibrer, c'est le bonheur, c'est la simplicité, c'est se rendre compte de ce qui est là, c'est pratiquer la gratitude. C'est pas forcément l'argent sur le compte bancaire, même si bien entendu d'avoir de l'argent sur son compte bancaire, ça allège
ça allège quand même beaucoup le stress, les tensions, les questionnements. Mais pour moi, la vraie réussite, c'est à la fin de la journée de se dire j'ai une belle vie. J'ai une belle vie, je suis bien dans ma vie, je suis heureuse. Je sais que moi, souvent, quand je ferme mon portail, par exemple, au moment de partir, je me dis, putain, je suis adulte. La baraque, là, c'est la mienne. Les gosses, là, qui sont en train de hurler dans la voiture et de me mettre la misère, c'est mes enfants, quoi. Je me dis, c'est ma vie. Là, c'est tout ça, c'est à moi. Et des fois, j'ai l'impression d'être toujours cet enfant au fond de son lit qui lit son petit bouquin, sa petite fiction sous la couette avec la lampe torche pour pas montrer à maman que en fait je suis réveillée alors qu'il est 22h et que je suis toujours en train de lire mon bouquin. Et j'ai l'impression voilà d'être cette gamine qui lit le bouquin de sa vie ou qui est dans une fiction alors qu'en fait non, c'est ma vie et ouais, voilà. Pour moi, la réussite, c'est ça. Et je pense l'avoir trouvé ou Qu'est-ce que tu penses que la vivre aujourd'hui, quoi. Ouais. Génial. Qu'est-ce que tu penses que la petite Charlotte te dirait d'ailleurs si elle te voyait aujourd'hui, la petite Charlotte de 6 ans? Elle dirait c'est bien, t'as trouvé ton chemin. C'est ouais, je pense qu'elle dirait bon bah c'est cool, tout ça c'était pas toute la tartine, elle était pas chouette à manger, mais au final elle avait un sens. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi tes renoncements à toi? Ah, les renoncements, je pense que ouais, c'est surtout, tu vois, c'est des questions que je me pose souvent. Par exemple, je me dis et si la question que je me pose souvent, c'est et si il n'y avait pas eu les JO de Pékin à l'époque où je finissais mes études et que j'avais été faire mon stage dans la boîte de pub, tu vois, ou et si j'avais quand même été faire ce stage, même si c'était qu'un mois, à quoi aurait ressemblé ma vie? Et quand je me pose cette question, je me dis mais en même temps, ma vie aujourd'hui, elle est tellement chouette que bah tant pis si je bosse pas dans la pub. Tant pis si j'ai eu un début de carrière rocambolesque et j'en ai souffert pendant longtemps. Et après les renoncements pour moi aujourd'hui, donc jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à ce que j'ai des enfants, les renoncements, j'avais pas trop connu ça, tu vois, c'était plus je suivais le flot des opportunités et de la vie. Mais par contre, le renoncement vraiment, là, je le connais depuis qu'on a des enfants, ouais. Parce que je suis une femme, parce qu'on vit encore dans un monde où l'équité c'est pas ça, alors l'égalité n'en parlons pas. Voilà, j'ai beau avoir un conjoint chouette, ouvert, qui fait tout pour que ce soit équitable dans le couple, ça reste enfin voilà, les enfants, ça reste quand même beaucoup à la charge de la maman. Donc c'est vrai qu'au niveau de mes opportunités professionnelles, personnelles ou spirituelles, il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai dû renoncer parce que il y avait les enfants à gérer, parce que ma culpabilité de maman faisait que je ne me voyais pas laisser mes enfants ou mon enfant seul pendant plusieurs jours pour pouvoir faire ci ou ça, parce que je peux pas partir pour telle retraite ou tel stage, parce que mon conjoint il est lui aussi en déplacement, parce que on a personne pour les garder telle soirée, donc du coup je peux pas animer telle cérémonie. Voilà, c'est moi le renoncement, il est plus là, il est plus à ce niveau-là. Ouais, et puis en tant que femme, on arrive à se rajouter beaucoup de charges mentales sur nos enfants. Ah mais ça, il faut penser à tout. Il faut penser à ça. Sinon, c'est dramatique. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer dans ta vie? La dépression. La dépression, que ce soit la mienne ou celle de ma maman. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis devenue thérapeute. C'est que je sais ce que c'est que cette souffrance, ce vide à l'intérieur de soi, ce truc de se dire en fait ouais, donnez-moi une corde ou donnez-moi quelque chose et puis on s'arrête là.
Sauf que malheureusement, si on croit à la réincarnation, si on s'arrête là, la prochaine vie, elle sera pas mieux, elle sera peut-être même pire. Donc, faut peut-être mieux manger sa tartine aujourd'hui et se dire que demain, ça elle transformera en confiture, plutôt que d'arrêter et pour au final derrière recommencer et de pas savoir sur quoi on va tomber, quoi. Ah bah c'est sûr que si on croit à la réincarnation, ce qui se dit c'est que tu n'as pas le droit de te suicider, et donc si tu te suicides, la vie qui t'attend après, la vie suivante, ça va être un enfer. C'est ça va être les mêmes épreuves mais en pire, ou voilà, ça va être d'autres choses, mais en tout cas les épreuves qu'on doit surmonter dans une vie, si on ne les surmonte pas, on les surmontera dans la prochaine ou dans les suivantes. Donc forcément ça nous aide à relativiser, mais à l'époque, voilà, moi j'avais pas cette croyance-là ni cette connaissance de ces principes, mais voilà, je sais ce que c'est que d'avoir un trou à l'intérieur de son cœur, de vivre la vie jour après jour, heure après heure, d'avoir envie de se foutre en l'air tous les 4 matins, et ça depuis très jeune, hein, donc c'est vrai que je pense que ça a été mon leitmotiv pour faire ce que je fais aujourd'hui. Déjà, moi, tu vois, le truc dont j'ai pris conscience et dont je prends conscience de plus en plus, c'est que même qu'on croit ou pas à la réincarnation, c'est déjà de se dire, dans ma vie aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des choses qui se répètent. Mais vraiment, tu te dis sur des situations avec des personnes, sur des situations avec l'argent, et tu te dis, mais en fait, en gros, la vie t'envoie des signes, des choses à affronter, et tant que tu n'auras pas réglé le truc en toi que tu as à régler, en fait, la vie, elle va continuer à te l'envoyer, et puis à un moment donné, il va falloir te dire, ok, bon, c'est bon, j'affronte le truc, et puis après, une fois que tu as affronté ça, tu passes à autre chose, et tu continues à grandir, et tu te sens beaucoup mieux. Mais vraiment, tu vois, moi, j'ai vraiment ouvert les yeux sur des trucs où je me disais, non, mais ça, c'est bon, j'ai compris. Tu vois, au niveau pro, je m'étais dit, ça, c'est bon, j'ai compris. Et 2 ans plus tard, je me rends compte qu'au niveau perso, je suis exactement dans les mêmes schémas, et qui sont pas des schémas positifs. Et c'est fou de se dire ces œillères que tu te mets, et le jour où tu ouvres les yeux, tu fais waouh, c'est un truc de dingue. Mais ouais, c'est vrai qu'on a ces épreuves à traverser, et après on a aussi tu vois l'épreuve de son incarnation, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas devoir vivre. En fait, peu importe si tu comprends, les schémas, ils vont se répéter toute ta vie, parce que c'est justement ce que t'es venu comprendre, ce que t'es venu traverser, ce que t'es venu vivre dans cette incarnation-là. Et donc, du coup, tu vas tomber sur des situations qui seront plus ou moins similaires, et qui vont te confronter, et qui vont te mettre face à toi-même, qui vont te mettre face aux autres, qui vont te mettre face à ta vulnérabilité. Et t'auras beau avoir compris et faire les choses différemment, ça va revenir quand même, parce que c'est ce que tu dois vivre dans cette vie-là. Et tu vois, il y a des gens, ils vont vivre des problèmes d'argent constants, et peu importe ce qu'ils font, peu importe les bons conseils des gens, ils auront toujours ces problèmes d'argent-là. Par exemple, pour moi, ça a été beaucoup de problèmes de communication, ou tu vois, de gens autour de moi qui finissaient par me dire des trucs mais horribles ou méchants, et on se dit, mais attends, mais pourquoi je tombe toujours sur des gens qui sont toujours bien intentionnés et qui finissent par me dire des crasses sans fin, quoi. Et en fait, voilà, on a tous ce truc à vivre dans notre vie, et qui sera là, en fait, peu importe. Moi, je sais que, par exemple, mon épreuve de vie, c'est la communication. Et ça s'améliore avec ce que je mets en place, mais je sais que, voilà, ça sera là tout le temps. Et après, oui, il y a des schémas qui se répètent, et quand on comprend, on passe à autre chose, notamment sur les relations amoureuses, les dépendances affectives et tout ça. Mais par contre, voilà, il y a des épreuves. Pour moi, c'est l'épreuve de vie. C'est le truc qu'on a à traverser dans sa vie, et peu importe ce qu'on fait, ça reviendra d'une manière ou d'une autre, même si ça revient quand même moins intensément. J'avoue, de toute façon, c'est des croyances, mais moi, j'ai un esprit très très positif, et j'ai envie de croire que justement, typiquement avec du travail de magnétisme, justement, ça te permet de comprendre ce que tu as à régler dans cette vie, et du coup, qu'en fait, au final, si tu arrives à comprendre, à mettre en lumière justement ça, tu peux justement casser ces choses qui reviennent, et justement faire en sorte que ça cesse. Clairement, mais
Alors cesse, je suis pas sûre, mais en tout cas de mieux vivre. Tu vois, je pense vraiment qu'on a cette épreuve. Après, comme tu dis, hein, c'est des histoires de croyances, mais je pense vraiment qu'on a cette épreuve de vie qui sera là et qui va se représenter d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, on a la capacité de mieux la vivre. En tout cas, moi, je sais que j'ai la capacité de mieux vivre, de mieux appréhender, de mieux me rendre compte quand justement le schéma se répète, de mieux vivre mes relations aux autres, de mieux travailler ma communication pour être mieux comprise. Et c'est vrai que ça s'améliore et c'est plus agréable et ça fait quand même là quelques années que j'ai pas eu les problèmes que je pouvais avoir par le passé. C'est quoi tes peurs aujourd'hui? Mes peurs. Mes peurs, c'est franchement, je sais pas. Mes peurs, c'est en fait, le truc, c'est que quand t'arrives à un certain succès, tu vois, là, mes formations, elles marchent bien, j'ai une super belle communauté, mes oracles se vendent bien. Là, le livre, bon, il est sorti depuis octobre 2022, donc on a une belle lancée. On n'a pas beaucoup de retours puisqu'on est qu'en janvier 2023, mais c'est que tout ça ça s'arrête ou que ça disparaisse. Après, vraiment mes plus grosses peurs, c'est de mourir et de laisser mes gamins seuls et qu'il y ait plus personne, enfin, tu vois, qu'ils aient plus leur maman et qu'ils aient ce genre de vie à vivre là sans traumatiser parce que la mère est partie trop tôt ou après c'est ça c'est une peur irrationnelle, hein. Mais en gros, voilà, mes peurs, c'est plus que tout s'arrête du jour au lendemain, que je dois retourner à galérer et financièrement et personnellement, ou la peur irrationnelle de je disparais et mes petits, ils sont tout seuls, ils ont plus leur maman. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui? De tout ça, de tout ce que j'ai créé, de tout ce que d'avoir réussi à sortir la tête de l'eau, quoi, d'avoir réussi à créer une vie qui me va, qui me plaît, et pourtant je suis partie de loin, je suis partie de très loin, et d'arriver à être heureuse aujourd'hui, à être bien, à me dire c'est chouette parce que ma vie elle est épanouissante et je m'y sens bien. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Ça aussi, ça passera. Tout passe. Rien n'est fixe en fait. Tout est éphémère, tout change, tout se modifie, le bien, le moins bien, le mauvais, tout change, tout évolue. Ouais, ça c'est un truc. J'avais fait le programme de Deepak Chopra sur l'abondance, et justement c'est un chapitre sur en effet tout passe. À la fois le bon et à la fois le moins bon, et du coup c'est se dire quand t'as le bon, savoir en profiter parce que ça ne durera pas forcément comme ça en tout cas, et quand il y a du moins bon, de se dire écoute, ce qui est cool c'est que ça va passer. C'est ça, exactement. Rien n'est permanent à part le changement, et c'est pas chercher à atteindre un état, mais plus à chercher à bien vivre le cheminement et la traversée en fait. Tous ces pas sages que l'on fait vers soi-même ou vers un idéal que l'on cherche. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, qui a été le plus dur à entendre pendant des années, c'est qu'à chaque fois que je faisais des retraites chamaniques ou que je faisais des accompagnements avec des personnes qui étaient hyper éveillées et à certains niveaux, notamment je pense à un chaman mongol. Je pense que ce chaman, ça a été c'était un petit garçon qui avait 8 ou 9 ans à l'époque, et qui rentrait dans une transe, et je pense que ça a été le dernier à me dire ça, et après j'ai plus jamais posé la question. Et donc du coup en fait il est rentré dans une transe, et pendant le stage on pouvait lui poser des questions sur notre vie, sur notre santé, enfin voilà, des questions sur ce qu'on voulait vraiment. Et
et en fait je lui dis quelle est ma mission de vie, pourquoi je suis venue m'incarner sur cette terre, et le mec, le petit garçon, parce qu'il avait 8 ans, il répond avec une voix d'outre-tombe, donc on savait bien qu'il était parti en France, hein. Il répond donc dans sa langue, hein, on avait une traductrice, il répond moi grand-père, je ne peux pas répondre à cette question, seule ton âme sait pourquoi elle est là, c'est à toi de le vivre, de le traverser, de l'expérimenter, quoi. Et ça a été ça le meilleur conseil, c'est-à-dire que c'est d'arrêter de chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur, et surtout ce qui doit se vivre et pas ce qui doit se comprendre. Parce qu'à un moment donné, on essaye de comprendre, on veut savoir pour pouvoir avancer, sauf que si on sait, on n'avance plus. Et donc du coup, c'est ce meilleur conseil là, c'était d'arrêter de chercher les conseils extérieurs, mais plus de vivre et de ressentir et de profiter de ce qui est là, du cheminement, quoi. Ouais, d'aller chercher au fond de soi, d'expérimenter et d'apprenant en faisant, quoi. C'est ça. Exactement. C'est quoi tes prochains défis? Mon prochain défi, en tout cas ce que j'aimerais beaucoup mettre en place cette année, c'est d'écrire un roman. Puisqu'au final, j'ai été embarquée dans des univers qui par des gens que des gens ont créés depuis que je suis gamine. Je suis embarquée dans des univers, et c'est vrai que ma vie, mon plaisir le plus intense, tu vois, si on me dit là maintenant tu veux faire quoi, si tu pouvais être n'importe où, qu'est-ce que tu kifferais? Moi, c'est être avec un bon bouquin près de l'eau, sur une belle plage ou près d'une piscine, sous un transat à l'ombre. Enfin voilà, c'est vraiment le bouquin fait partie de ce qui me rend heureuse. Et donc là, mon plus grand défi cette année, c'est d'essayer de moi aussi embarquer les gens dans un univers que je crée, dans une histoire, pour soit les sortir du quotidien, soit ramener un peu de gaieté, un peu de quelque chose, un bout de moi à travers une histoire fictive, quoi. Du coup, en parlant de livres, on n'a pas parlé encore de ton livre qui vient, qui est sorti il y a pas très très longtemps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, et donc du coup ça a été un de mes bébés. Parce que du coup là c'est mon 6e ouvrage, mais c'est le premier livre en tant que tel. Et donc en 2021, je formais toujours des gens que je forme encore aujourd'hui en ligne sur l'énergétique, et souvent il y avait des gens qui me disaient bah oui, votre programme il est bien, mais moi il est pas accessible pour moi financièrement, parce que voilà, il y a des gens, les personnes me disaient je suis au RSA, j'ai 2 enfants, je suis seule, c'est pas enfin voilà, j'ai pas, ça rentre pas dans mes moyens financiers et tout ça. Bon, après mon programme il reste accessible, mais l'accessibilité elle est quand même hyper subjective, ça dépend des portefeuilles de chacun, et je voulais que l'énergétique soit un outil qui soit pratique, facile comprendre, enfin tu vois, facile à comprendre, facile à intégrer, et je voulais normaliser l'énergétique. Et donc pour ça, qu'est-ce qui est de plus logique que de faire un livre de ce que j'enseigne, de ce que j'apprends, un espèce de guide pratico-pratique et simple à comprendre, parce que souvent les livres en énergétique ou c'est assez alambiqué, c'est compliqué, il faut arriver faut déjà avoir un vocabulaire, faut déjà être un petit peu initié pour comprendre ce qui est abordé. Et là, moi, je voulais vraiment quelque chose de simple qui démystifie la pratique. Et donc, je me suis mise à écrire ce bouquin. Donc, faut savoir que j'ai commencé à l'écrire, j'étais enceinte, et j'ai fini de l'écrire. Mon bébé, il avait 3 mois, je crois, ou il venait d'avoir 3 mois, je crois. C'était le jour de ces 3 mois, j'ai envoyé le manuscrit à la maison Très Daniel. Donc en gros, ce livre, il a été écrit pendant une année de grossesse et mon premier trimestre de postpartum. Allô? Ouais, ça a coupé. Je disais oui, t'as accouché de 2 bébés en même temps à 3 mois près. Exactement, c'est ça. J'ai accouché de 2 bébés. J'ai 2 bébés qui sont apparus en même temps
Donc ça a été quand même un travail de longue haleine parce que enceinte, j'avais toute mon entreprise à automatiser de manière à ce qu'elle puisse tourner pendant mon congé maternité. Parce que mon fils est né en janvier, donc avant de trouver une place en crèche, il fallait que j'attende septembre. Donc j'avais 8 mois de congé maternité. Et donc du coup, quand j'étais enceinte, je travaillais beaucoup pour que l'entreprise elle puisse tourner pendant 8 mois sans moi, enfin sans moi ou avec moi qui serait très peu là. Et au ralenti, ouais. C'est ça. Et après, quand Raphaël est arrivé, j'avais un bébé à m'occuper, mais il fallait que je finisse d'écrire ce manuscrit. Donc c'était un beau challenge et un challenge qui a été relevé. Donc c'est chouette de le voir et de l'avoir entre les mains aujourd'hui. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. J'avoue que quand je l'ai reçu, je me suis dit oula, il est balèze. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. C'est vraiment un bel. C'est vrai. Enfin, le contenu est super riche. C'est vraiment top et c'est vraiment en effet un bel objet. Ouais, j'étais hyper contente parce que c'est vrai que après Très Daniel fait toujours du beau travail, mais là j'étais vraiment ravie de l'avoir entre les mains, de voir qu'il avait été aussi bien mis en page parce qu'à la base c'était juste une idée comme ça, j'avais rien écrit, j'avais juste envoyé un email à mon éditeur en disant j'ai une idée de livre. Le descriptif, ça serait ça. Donc en gros, j'ai écrit le 4e de couverture avant d'écrire le livre et je lui dis est-ce que ça te branche, est-ce que ça te parle, est-ce que ça te va, est-ce que ça te plaît et il m'a dit, il m'a répondu, je crois dans la journée ou dans la semaine, il m'a dit oui, on prend, bien sûr. Génial. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec nous? Un conseil de lecture, c'est-à-dire un livre que tu nous recommandes de lire. Alors, le souci, c'est que moi je lis en anglais, donc je ne sais pas s'il est encore sorti, s'il est sorti en français, mais je vais te partager le livre que j'ai. Je suis en train de regarder sur Amazon en même temps, que j'ai beaucoup aimé l'année dernière que j'ai lu. C'est un livre de Colleen Hoover. Donc c'est une auteure, c'est une romancière américaine et je crois pas qu'il soit sorti encore en français. Ouais, c'est Reminders of Him. C'est et il est pas en français, c'est dommage. Mais je pense qu'il va pas tarder à être traduit. Reminders of Him. Et il est sorti l'année dernière et il est magnifique. C'est vraiment un livre. Il est troublant, il est perturbant, il est. Il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de deuil, c'est un très beau livre. Donc pour ceux qui lisent en anglais. Désolée pour les autres. Sinon, j'avais lu un livre l'année d'avant que j'avais bien aimé, mais je me souviens plus, pareil, du nom en français. Je sais que lui, c'était The Midnight Watch ou un truc comme ça, et lui, je sais qu'il avait été traduit. Il avait été traduit en français. Ah non, c'était The Midnight Library, et lui, il y est en français. C'est de Matt Haig. Mais je sais pas comment il s'appelle en français. Je mettrai le lien sur le blog pourquoipasmoi.co. La bibliothèque de minuit. Voilà, il s'appelle comme ça en français. Donc là, je vous donne quand même une référence en français. La bibliothèque de minuit. En fait, c'est quelqu'un qui est en train de mourir et elle se retrouve dans une bibliothèque, et en fait, elle ouvre un livre et elle se retrouve dans la vie qu'elle aurait vécue si elle avait fait des choix différents. Et en fait, le livre, voilà, il est comme ça, il nous trimballe de vie en vie et dans le genre de vie qu'elle aurait pu vivre si ça avait été différent. Et c'est très chouette, c'est vraiment un chouette livre. Et le livre de Colleen Hoover, Reminders of Him, on est un peu plus dans quelque chose, voilà, des épreuves de vie un peu tragiques que l'on peut traverser et comment est-ce qu'on fait face à ça. Et ça fait quand même beaucoup écho à ce que je disais sur le fait, à un moment donné, le cœur il s'éteint, le corps il se met en pilote automatique et le mental il réfléchit plus, en fait, il avance parce qu'il y a plus rien d'autre à faire.
c'est un peu la nuit noire de l'âme. Et dans ce roman-là, elle en parle bien, elle le décrit hyper bien. Génial, merci Charlotte. Est-ce que tu pourrais, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? À qui est-ce que j'ai envie de dire merci? Ouais, et pourquoi avant qu'on se quitte? Déjà à toi pour m'avoir permis de partager tout ça avec toi. C'est vrai que c'était une conversation hyper intime, je m'attendais pas à ça, mais bon, c'est chouette aussi. Merci aussi à mon éditeur de m'avoir permis d'écrire tous ces livres, tous ces oracles, tous ces ouvrages qui partagent un peu de magie à droite à gauche. Et surtout et avant tout, merci à mon conjoint de partager cette vie avec moi, de m'avoir poussé, de m'avoir confronté, de me supporter, de me soutenir au quotidien. Parce que je suis pas forcément la nana la plus facile à vivre tous les jours, mais merci à lui d'être là et pour cette vie que l'on crée avec nos 2 petits bouts. Un grand merci Charlotte. Merci à toi. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi pas moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.